aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Space Crusade. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Nous sommes de retour et voilà, comme d'habitude, moi c'est Xavier et toujours à mes côtés, Fred, what's up man? What's up, Brou? Bah, ça va toujours. Ça fait plaisir de te revoir encore une fois et de retrouver les auditeurs. Et toujours un plaisir de ces émissions, surtout que vous avez pu voir, il y a eu un petit trou, mais rien de très grave. Donc voilà de retour. Et puis nous, on voulait taper fort. Comme il y a un épisode qui marche bien, un épisode pop culture qui s'appelle HeroQuest, on a décidé de faire un peu son pendant SF, parce que la SF, ça nous botte. Et donc, en quête de quoi on va parler aujourd'hui, Xav? Le grand, l'interminable, l'espace de l'enfer, A Space Crusade. Fred, ça te rappelle des souvenirs là, hein? Mais du coup, c'est vrai que j'ai jamais cité, mais le mot crusade, croisade, fait plutôt penser à l'univers médiéval, du coup. Et c'est peut-être un petit peu... je trouve ça sympa, en fin de compte, d'avoir mélangé, du coup, ces deux univers. Ça faisait vraiment l'affiliation avec HeroQuest, tu vois. Peut-être que je me plante, ouais. Hein, mais... Oh, je sais pas, j'y ai pas pensé, je t'admets. En tout cas, moi, tout ce qui est religieux, la croisade, c'est religieux. Donc, tu sais, tout ce qui vient du Games Workshop, hein, je veux dire, quand moi, je jouais à des jeux Warhammer... Attends, mec, quand je jouais à des jeux Warhammer 40 000 sur console... Il y en a un que je fais là, c'est Space Marines dans l'espace. En fait, c'est une version FPS de Deathwing, voilà, c'est ça, c'est une version FPS de c'est les Death Angels, t'as dit, non? T'as pris les Ultramarines? Ah, c'est marrant. En fait, c'est la crème de la crème. Mais le truc, ce que je veux dire, en fait, tout est religieux parce que quand t'es dans un serveur, t'es en train d'attendre pour des nouveaux joueurs de venir. Il n'y a pas écrit en attente de joueurs, il y a écrit en attente de frères. Oui, les frères d'armes, ouais. De toute façon, il y a l'Imperium, c'est très religieux, c'est très basé sur l'église catholique. Oui, il parle de reliques, il parle de tout. Mec, on n'a même pas commencé, nous voilà qu'on plonge déjà. Enfin, en même temps, les aventuriers... on va pas trop se calmer sur les apartés là-dessus, parce que vous allez voir en fait que Space Crusade, hein, bien sûr, hein, est basé en fait sur un jeu très très connu, hein, on en parlera de tout ça, mais voilà, il y a un énorme lien avec le Games Workshop et l'univers de Warhammer 40 000. Si ça ne serait que en regardant les armures des Space Marines, hein, et surtout les Tyrannides. Bref, voilà, il se passe pas mal de choses. On a pas mal de choses à vous raconter. On va vous parler du jeu de plateau, de ses extensions, et surtout on va parler aussi du merchandising, sa fameuse publicité télé, et bien sûr, qu'en est devenu Space Crusade aujourd'hui, voilà, en 2020. Terminator prêt. Embarquement dans le transport. Alors Fred, avant de continuer davantage, déjà t'as remarqué avec Fabien, on t'a retrouvé. Ah oui, c'était sympa ce truc. Désolé, j'avais pas pu participer pour raisons personnelles, des bonnes raisons personnelles. T'y étais, hein, tu t'es fait absorber dès le début. Ouais, mais en fait, moi j'avais une question parce que tout ça arrivait très vite. Ouais. Là, je parle juste de la production de l'épisode et cette histoire de prendre le roi en jaune. Qu'est-ce qui a eu l'idée? C'était une commande de ta part ou ça venait de Jean-Michel? Non, c'est Jean-Michel qui a vraiment eu l'idée. Je lui ai demandé, alors c'est vrai que tout s'est fait au dernier moment pour parler de l'envers du décor, hein. Les auditeurs, voilà, s'est dit, allez, on fait la surprise pour Halloween, on ne dit rien, on fait un podcast secret. Et j'ai appelé Jean-Michel tout de suite pour lui faire un jeu de rôle. Je me suis dit, si on faisait un jeu de rôle qui mélange les livres dont vous êtes le héros. Et Jean-Michel, il est parti sur l'idée justement du roi en jaune, donc celui qui se nommera pas, l'original, hein. Et voilà, quoi, c'était vraiment amusant. Et puis après qu'on ait fait l'épisode, la réalité c'est qu'après cela, on a un peu rajusté l'introduction pour que ça se mélange à ce qui se passe dans l'épisode. Donc c'était amusant comme production. Ouais, ce qui est marrant en fait, c'est que le roi en jaune, je suis actuellement en train de le lire, donc c'est vrai que je me dis tiens, c'est bizarre que ce bouquin ressurgit maintenant. Et en plus, ce qui est très marrant, c'est que ça se passe à Paris et ça se passe dans les quartiers où je bosse en ce moment, que je connaissais pas avant. Hey. En fait, j'avais un peu l'impression que le bouquin il est en train de me parler, tu vois. Et il paraît que c'est pas bon quand ce bouquin-là te parle. Donc j'espère qu'il y a aucune malédiction qui m'attend. Oui, c'est dangereux là, mec. Écoute, on a déjà fait une émission, tu sais très bien ce qui se passe si le bouquin il est en train de te causer ou s'il y a des trucs bizarres. Je me dis comme c'est fou à l'instant T, on fait un podcast où on parle là-dessus, je suis en train de le lire, en plus tous les lieux décrits, c'est là où je bosse en ce moment, c'est vers Saint-Sulpice, les jardins de Luxembourg, donc c'est toutes les rues que je connais. C'est pas loin du Saint-Michel.
Ah oui, non, mais c'est tous ces quartiers-là, quoi. Ouais, c'est Saint-Michel, Jardin de Luxembourg, le quartier latin, la rue de Rennes, la rue de Seine, tout ça. Donc je me dis, putain, c'est ouf quand même. Le bouquin pour moi, du coup, est vachement contemporain, quoi. C'est cool. Alors que c'est très vieux, quoi. Ouais, on est en plein dans le centre, hein, quand on est sur Paris. On est en plein, en fait, dans les lieux de celui qui ne sera pas nommé. Faire bien gaffe, quand même. Et puis, Fred, des nouvelles aussi, on continue nos émissions sur Piranha, hein, on avance bien, et là, il nous en reste plus que 3, hein, ça y est, c'est bientôt la fin. Ouais, Piranha, le magazine qui vous dévore, on avait décidé de faire découvrir tous, on devait faire un seul dossier à la base, on aurait perdu pas mal de matière, donc c'est vraiment sympa de les faire, et c'est vrai que bon, Piranha, c'est un peu légendaire, parce qu'il y a eu un début et une fin, quoi. Donc voilà, c'est comme une rockstar, morte, voilà, plus de notoriété, donc c'est un peu culte, et c'était très sympa à faire, et c'est vrai qu'après c'est un peu dommage que sur la fin ils finissent que sur des JDR, mais bon, c'était, je pense, par manque de matière, et comme ça sortait assez régulièrement, voilà. Mais c'est du bon boulot qu'ils ont fait, franchement, c'est du bon boulot. Pas surtout, mais les histoires qu'on fait, les jeux de rôle à la fin, les mecs ont bien bossé quand même. Ouais, là-dessus, ouais, c'est clair que. Et je trouve ça vraiment sympa, hein, toute cette façon de publier des jeux de rôle et de les faire tester en groupe, et surtout pour donner l'initiative aux nouveaux joueurs, c'est top, quoi. C'est une bonne idée. Donc voilà les aventuriers, je pense que Fred, on va finir la saga Piranha en 2021, hein, l'année prochaine, parce que là on va vous en balancer un en novembre. On va quand même sortir un podcast en décembre, les aventuriers, mais voilà, on va pas en sortir deux, hein, parce que c'est les saisons des fêtes, on sera un petit peu occupé. Mais voilà, on est de retour, hein. C'est vrai qu'on a eu un été un petit peu lent, mais là c'est reparti pour. Je veux mon neveu. Et puis une dernière chose que je voulais dire justement en parlant de cet été, je voudrais dire un grand merci, Fred, à tous nos auditeurs d'être restés avec nous, hein, les plus fidèles autant que les nouveaux. Merci à tous de votre écoute, hein, le podcast s'agrandit, on a une base de données d'auditeurs de plus en plus nombreux. Donc voilà, je voulais juste remercier tout le monde qui nous écoute, un grand merci, et bien sûr, si vous avez envie de nous écrire, nous donner une suggestion, vous dites putain, j'aimerais bien qu'il discute quand même de ce livre-là, et ben n'hésitez pas à nous écrire un email. Alors c'est PDVELH, c'est l'abréviation. Non, c'est pas une abréviation, c'est comment on dit, Fred, quand c'est la lettre de chaque. Les initiales, le sigle, je sais pas. Le sigle, les initiales, ouais. Bon, c'est PDVELH @to-ceti tau-ceti.org. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire un email. Et puis avec Fred, ça sera un plaisir de lire à l'antenne comme on fait dans nos précédents épisodes, hein. C'est toujours amusant pour nous de partager tout cet amour. Non, puis nos auditeurs sont plutôt très sympas et très complaisants avec nous, donc nous, on est très contents de nos auditeurs. En me disant, on n'est pas des rockstars qui ont un public de 14 ans. Peut-être pas bien ce que je dis, s'il y a des auditeurs de 14 ans, j'ai rien contre vous, mais... n'importe quel âge, c'est comme Tintin, de 7 à 77. Oui, c'est ça. Même à vous. Ouais, comme vous voulez. Non, mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Ouais, ça nous fait plaisir. Ouais, et puis des fois, il y a des gens qui font des petites précisions. C'est ça intéressant parce que Fabien, il bosse bien, mais des fois, il oublie des petits trucs. Et alors là, on sait qu'on a de l'info vraiment péchue, donc ça, c'est vraiment cool aussi, quoi. C'est marrant, quand tu disais ça, j'avais un drapeau suisse qui s'est affiché dans ma tête. Oui, des fois, des gens qui nous donnent des infos. Bon, des fois, on les lit, on donne pas forcément le temps de répondre, c'est dommage. Mais oui, c'est souvent des trucs intéressants. Et oui, on a des auditeurs qui sont très pointus, donc être écouté par des auditeurs très pointus et très sympas, c'est toujours agréable, quoi. Ouais, c'est chouette. Et ben voilà, on se relance dedans. Fred, bon, si on causait un petit peu vite fait de Space Crusade, si on faisait une introduction, hein, c'est parti, vas-y, t'ouvres la boîte s'il te plaît. On y va. Attends, quelle boîte déjà? Quelle version? Celle qui est au fond de la câble, celle qui est au-dessus du... Ah, celle qu'on a tous eu. Ouais, non, celle au-dessus de l'HeroQuest, celle qui est au-dessus du... Oh merde, j'allais dire quoi? C'est quoi le truc à la cassette? Enfin bref, Atmosphère. Atmosphère, c'est au-dessus du Star Wars VHS. Voilà, c'est la boîte à gauche des mystères de Pékin. Vire-le, le mystère de Pékin. Plus t'as perdu le filtre rouge. J'aimais bien, moi, merde. Ok, alors les aventuriers, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un énorme succès commercial pour les sociétés MB et Games Workshop. Alors, il fallait continuer dans sa lancée après le succès, bien sûr, incroyable de HeroQuest, et de faire une suite tout en étant différent sur le thème. Et ce sera alors, bien sûr, le mot héros remplacé par Space. Fred qui donne, vas-y, tu me l'as fait avec ta voix de barbare, s'il te plaît. Space Crusade! Non, c'était pas terrible. Space Crusade! Voilà! Oh putain, le dernier s'est fait bolter, là! Enfin, vol. Il commence à parler, il y a un bol qui lui a écrasé la face. Bon, bref, pauvre barbare.
Alors voilà, on va justement tout vous raconter, voilà, sur cette réussite ludique de ces, on va dire, ces jeux de société, hein, parce que Space Crusade, voilà, avait des accompagnements, des extensions. Alors, parce que la nostalgie, c'est aussi de se rappeler quels sont les jeux de société qui sortaient dans les années 90, hein, au moment de Space Crusade. Fred, est-ce que tu as un exemple en tête? Toi, tu te souviens à l'époque, on voyait à la télé, tu savais qu'à Noël, tout le monde le demandait. Qu'est-ce qui te clique là directement? Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir téléphone secret. Je dois l'avouer coupablement. Parce qu'à la même époque, il y a le téléphone secret qui sortait, c'était le truc le plus high-tech, et c'était réservé aux filles. On était très colère. Qui est amoureux de toi? Allô? Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux. Non, il y avait pas mal de jeux qui sortaient, et on en a cité avant. Il y avait Atmosphere aussi qui était en CD, non, qui était en VHS, ouais. Envie de jouer? Dans Atmosphere, c'est la vidéo qui mène le jeu. Je suis le seigneur des clés. Avec toutes les VHS, bandes, attends, ouais, calme-toi c'était- là, c'est bon, on n'y est pas encore. Attends, on est en 93 quand même. Ah, je sais pas comment ça s'appelle, Fred. C'était une énorme montagne et il fallait grimper avec son petit personnage. Et sur certaines cases, il y avait des boules de magma qui descendaient. Et si elles allaient dans ton chemin, elles pouvaient défoncer ton personnage. Et il fallait que tu recommences la montée. Moi, perso, ça me dit rien. Je sais pas, c'était aux States ou c'était en Europe? Les D'accord. deux. Après, le nom était bien sûr différent. Ah si, ben, ça, t'appuyais c'était pas un sur énorme la bille et la bille. Ah oui, mais d'accord, si, j'ai un vague souvenir maintenant. Bah oui, Ouais. mais ça, c'était pas plus ancien. Bon, bref. Non, mais téléphone secret, c'est une sorte de qui-est ou un espèce de jeu d'enquête. C'était pas si débile, mais ouais, c'était high-tech. T'avais une espèce de téléphone qui te posait des questions. Après, j'y ai pas joué, mais C'est comme la pub était trop marrante. Et ça me fait penser à un qu'il y avait aux US, c'était The Mall, donc le centre commercial. Et il fallait aller, c'était un plateau avec un centre commercial en relief. Et quand tu allais sur certaines cases, il fallait rentrer dans la boutique et tu avais l'intercom et ça te disait où il y avait des soldes. Et il fallait courir faire les soldes et obtenir des cartes. Oh, le jeu. Ah, c'est encore pire que le Monopoly, quoi. Comment est un consommateur addict? Ah, bah voilà, entre les jeux de plateau qui avaient des items comme le téléphone secret, Atmosphere qui avait la VHS, avec, je sais pas si toi, c'est bien, est-ce que c'était un nouvel acteur ou est-ce que c'était doublé en France, Fred? Alors moi, c'était tellement high-tech que j'ai juste bavé dessus, j'ai jamais joué. Moi, personne n'a acheté ce truc-là, à part les... Non, je sais pas, moi, j'ai vu la boîte, et je crois Ouais. en plus la VHS c'était de mauvaise qualité. Il me semble qu'une fois on a voulu essayer d'y jouer, puis le fameux maître des clés là, il était complètement roté comme ça fait en VHS. Tu comprenais rien, le truc, c'était mort quoi. Parce que ouais, ce jeu-là, il m'avait... Mais je crois que je dis ça, c'était peut-être 10 ans plus tard, j'avais essayé d'y rejouer, mais le truc était flingué, quoi. Ouais, pour les auditeurs qui sont un peu plus jeunes, qui savent pas de quoi on parle, alors Atmosphere, pour vous expliquer, c'était un jeu de plateau, il fallait collectionner des clés, mais là, sa particularité qui était vraiment une innovation incroyable, hein, ce qui va sonner vraiment rétro aujourd'hui, c'était une VHS. Alors la VHS, on l'insérait bien sûr dans son lecteur, hein, et après sur la bande, enfin merde, je suis trop technique là, n'importe quoi. Dès que ça démarre, en fait, on vous dit quand vous commencez à jouer, et vous avez en fait ce qui était le gardien des clés. C'est ça, Fred, tu l'as dit juste avant, le seigneur des clés. Seigneur, gardien, seigneur des clés. Le Seigneur des Clés, c'était un acteur avec un maquillage de Grimer langue de verre du Seigneur des Anneaux avec une capuche et qui vous criait dessus. Alors moi j'étais mort de rire parce que la version américaine c'était Silence Worm et ça gueulait comme ça d'un coup, tout le monde se calmait, du genre merde, qu'est-ce qui se passe? Et il fallait payer attention. En gros, la règle du jeu souvent c'est quand vous avez le personnage qui apparaît sur la télé, il fallait écouter ce qu'ils disent et là bon, donc finalement ce qui se passe c'est à force de jouer au jeu de plateau, vous commencez à connaître exactement ce qui va se passer. Et nous, on avait la version Star Wars, tu l'as fait avec nous, Fred. Il y avait une cassette, et à chaque fois que Darth Vader apparaissait, il fallait faire certaines choses. On jouait des petits rebelles, qui se baladaient sur un plateau qui était l'étoile noire, il fallait poser des bombes, et il fallait se tirer à la fin, une fois qu'on a mis toutes les bombes tous ensemble. Et il y avait des Stormtroopers qui se baladaient sur le jeu de plateau, et c'est Darth Vader qui donnait des ordres, et le Stormtrooper, s'il tombait sur la case où vous avez mis votre bombe, elle était désamorcée. Donc le but, c'était de rouler, de jouer très vite, c'était assez stressant. Et ce qui se passe pendant que Atmosphere, voilà, pendant que quand le narrateur n'est pas là, en fait, c'était des fonds d'écran avec une petite musique angoissante, et puis il y avait de l'éclair tout d'un coup, et c'est là qu'il fallait payer attention. Ouais, j'ai joué à ça, moi. Tu te trompes pas de Fred là, parce que ça me dit rien. Mais si, t'as joué ici avec moi, arrête, on a joué ensemble, je l'ai sorti de la cave, le jeu, la cassette elle marchait encore. Donc ça doit dater au moins de 20 ans, je pense. Hein. J'en sais rien. J'en sais rien. Oui. Peut-être, je serais pas étonné. Voilà. Bon, les aventuriers, avant voilà, on s'est mis dans le bain des années 80.
Fred, en plus, là, vraiment, c'est plus début 90, Space Crusade. Mais voilà, on se replonge dans la nostalgie. Fred, un petit morceau que je te propose pour se remettre dans cette époque-là. C'est du... Ah oui, donc en 90, pour toi, c'est quoi le genre musical que tu nous as mis? Bon, je me suis dit du synthwave, pourquoi pas. Ah putain, j'ai failli le dire, j'ai pas osé. Mince, t'allais dire quoi, du vaporwave sinon? Non, enfin, années 90. Ouais, genre du synthwave, parce que j'ai dû dans du dark synthwave. Dark synthwave, années 80, ça c'est les films d'horreur, mec. C'est fini octobre, là, on est en novembre, merde. Ah, la saison d'Halloween, ça me manque déjà. Bah oui, je te propose un morceau de Garth Knight, et son morceau s'intitule Breakpoint. Et puis je te retrouve tout de suite après ce morceau qui serait parfaitement monté au-dessus d'une énorme fusillade à la John Woo, quoi. Allez, je te dis à toutes. Ouais, intéressant. Ciao, à plus.
Alors, qu'est-ce que je te disais? Ça te donne envie de participer à une fusillade, non? Ouais, ça me donne envie de remater un John Woo, mais les bons, pas les Oggy. Ah oui, Hardboiled. Hardboiled, il est trop fort. Ah, excellent celui-là. Ah, t'es sûr que tu veux pas voir Broken Arrow, ou je sais pas comment il s'appelle là? Ouais. Bref. C'est avec Kevin Slater, non? Je l'aime pas, non, celui-là. Non, c'est pas Kevin Slater, c'est... Oh merde, je t'ai fait la québécoise. Non, c'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est pas Kevin Slater, c'est... j'ai oublié. C'était John Travolta et... Vas-y, on s'en fout là, franchement. On s'en fout. Space Crusade, c'est reparti. Allez, si on parlait justement du créateur qui est derrière ce jeu de plateau avec une réussite impressionnante, eh ben c'est Stephen Baker. Alors, qui est Stephen Baker? Vous le connaissez forcément, hein, car vous écoutez nos émissions. Ah oui, c'est pas nouveau. Voilà, donc si vous écoutez notre podcast numéro 67, hein, c'est le créateur Fred de... HeroQuest. Non, vas-y, avec la voix du britannique là, de la publicité. HeroQuest. Alors bien sûr, HeroQuest fut un triomphe critique et surtout une énorme réussite commerciale hein, pour MB et Games Workshop. Et bien sûr, c'est normal, voilà, ils ne voulaient pas en rester là. Donc ils font une suite, ce qui est bien sûr inévitable. Hein. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que Stephen Baker ne voulait pas faire du HeroQuest 2. Il a bien expliqué à Games Workshop et MB, les gars, on va pas refaire la même chose. Et puis, comme on a vu hein, sur HeroQuest, il y a déjà Games Workshop qui s'en est chargé pour faire des suites, puis il y avait des extensions. Donc, aucun intérêt. Et donc, voilà, il fallait de nouveau susciter l'envie et la surprise pour le grand public. Voilà ce qui s'est passé. Ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, souvenez-vous que MB, hein, c'est le grand public. Et c'est le jeu qu'on trouve dans les supermarchés ou dans les catalogues 3 Suisses, Continent, hein, Mammouth. Je sais pas, Mammouth, c'est un peu trop vieux, non? Mammouth, ils avaient pas de catalogue. Ah, j'en sais rien, Fred, j'étais pas là. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que contrairement aux jeux Games Workshop, hein, qui sont assez niches, il fallait dans un Games Workshop Studio, il fallait commander via un catalogue, c'était assez spécial. Donc, il fallait quelque chose qui pouvait accrocher facilement sans ce côté trop heavy metal, trash metal de Games Workshop. Et donc, il faut proposer vite ce digne successeur rapidement dans les catalogues pour, bien sûr, pour Noël, pour les fêtes, hein, pour que ça vende. Et donc, Stéphane, voilà, un petit coup de pression, mais boum, ça se dissipe immédiatement, Fred, parce qu'il sait quoi faire. Il se dit, c'est quoi, je vais faire de la science-fiction. Que de mieux. Un genre qui plaît autant que l'heroic fantasy. Et voilà, il s'est dit, ça me permettra encore une fois de travailler avec Games Workshop et l'équipe de Citadel pour les figurines. Et donc, tout de suite, hein, on le connaît très bien, Stephen Baker, à ce point-là, c'est le mec, il a les mêmes passions que nous. Il s'est dit, allez, Warhammer 40 000, surtout les Space Marines. Et donc Stephen, justement, il dit qu'il a toujours voulu créer des jeux qu'il aimerait jouer lui, hein, dans sa vie d'adulte, autant que ça plairait aux enfants. Donc voilà, il fallait créer quelque chose d'assez simple, un jeu de société qui ne doit pas avoir des règles trop compliquées, qui est assez rapide à installer, amusant, un peu fait la même recette que HeroQuest, hein, exactement la même chose. Et donc, quand il commence à jouer à des wargames et des jeux de société, Stephen, il avait 7 ou 8 ans. Donc, il sait déjà que c'est quelqu'un qui a l'expérience. Hein, il le distingue ça facilement du public. Et donc, il n'hésitait pas justement de modifier des règles pour les rendre plus simples et augmenter la difficulté au fur et à mesure qu'il masterisait le jeu. Donc, Stephen, tu vois, c'est déjà un bon game designer. Il comprend le principe d'initier et surtout de continuer à garder l'intérêt, parce qu'une fois qu'on se devient confortable dans la difficulté, on l'augmente un peu et on la rend plus intéressante, plus profonde dans les options et les possibilités. Et donc voilà, Steven, bien sûr, il veut faire des bons jeux, mais pour le grand public, et la société MB, c'était parfait pour lui. Oui, on disait que c'est un peu la suite d'HeroQuest, que souvenez-vous, dans une partie d'HeroQuest, un des joueurs devait obligatoirement incarner le sorcier Morcar. En fin de compte, ce personnage, il le trouvait un peu réducteur. Il trouvait que c'était un peu limité, que le mieux, c'est que pour son nouveau jeu, il se changera un peu la donne. Et il faudrait qu'il y ait un joueur qui incarne vraiment le mal et qui lui aussi qui ait des actions plus dynamiques et surtout des vrais objectifs. Et éventuellement même gagner la partie. Donc il s'est mis à créer des missions auxquelles il fallait survivre plus que de toute autre chose, donc des missions de survival. Et qu'en fait, il l'avoue lui-même, son jeu, quand il l'a imaginé, ça ressemblait plus à des scénarios de Space Hulk, dont on parlera plus tard, mais qui est lié à Games Workshop. Et donc, avec ce prototype-là, cette nouvelle idée de méchant actif, on va dire, il propose son prototype à MB et à Games Workshop, qui sont emballés. Forcément, Games Workshop, on les comprend.
Et Stéphane dira même que c'est son jeu préféré dans tous ceux qu'il a créés, donc ça c'est toujours sympa d'avoir son petit chouchou. Et il sait que lui-même que les extensions qui sont sorties par la suite, dont on vous parlera, ne sont pas faciles, mais c'était le but. Elles sont pas faciles, mais pas impossibles, donc bon challenge. Et les joueurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a une espèce d'évolution un peu comme dans les jeux de rôle, c'est qu'en fait, les joueurs pourront progressivement promouvoir leur capitaine à des grades plus élevés et obtenir de nouveaux équipements. Donc ça, c'était c'était la tuerie. Quand ton capitaine y survivait, t'étais trop content, t'étais joyeuse, quoi. Tu sautais au plafond. Et donc, comme souvent, donc c'est en Angleterre que le jeu sortira en premier, qui sera testé en 1990, pile poil, et ça marchera très bien, sans doute. Donc après, il déferle ensuite dans tous les autres pays à partir de 91, et ce fut un succès colossal, au même titre que HeroQuest. Pour eux, pour MB, c'était une part énorme de leur activité et leur chiffre d'affaires en Europe. Et donc il y a une petite anecdote qui est c'est vrai que le mot crusade est un peu peut-être un peu trop connoté. Et donc dans certains pays européens, il va être renommé StarQuest, notamment en Allemagne, Italie ou en Belgique. C'est vrai qu'on connaît pas trop la raison, mais après, voilà, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il explique ça, mais je pense que même le mot, en fait, en y repensant, je trouve que le mot croisade est peut-être un peu trop connoté plutôt que quête. Trop connoté, trop religieux même. Ouais, c'est ça. Pour pas offenser ou StarQuest. Bon, ça va, c'est pas mauvais. StarQuest, ça fait plus vaisseaux spatiaux. StarQuest, ça fait. Ouais, mais bataille le mot quête fait penser à l'Heroic Fantasy aussi. Je sais pas, ouais. Après, ça disait tout le Space Quest, ça sonnait pas. Je sais pas. Space Quest, Star Quest. Star Saga. Voilà. Mais on n'a pas parlé de la boîte, du coup. Ah, vas-y, mec. Bah, c'est normal, vas-y. Qu'on y aille, là. Qu'on attaque cette magnifique boîte. Franchement. Alors, rien pour commencer, on a le logo MB, on a tout ça, mais on a quelque chose d'assez spécifique, assez cool. C'est un encadrement qui est une sorte de biomécanisme à la H.R. Giger. Voilà, ceux qui ne connaissent pas H.R. Giger, c'est un artiste suisse, si je ne me trompe pas, Fred. Oui, je crois qu'il est suisse-allemand. Suisse-allemand, suisse. Autrichien, oui. Qui, bien sûr, dans le cinéma, vous connaissez tous très bien. C'est lui qui a designé l'Alien du film de Ridley Scott, qui a aussi designé La Mutante, qui a travaillé aussi sur la larve qui est dans Poltergeist 2. C'est un énorme monster designer. Bien sûr, magnifique peinture à l'huile, à l'aérographe, quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Donc ouais, c'est Rest in Peace Giger. Mais voilà, donc on a ce biomécanisme en contour, une superbe typo bien fantastique, Space Crusade en haut. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Vas-y, on va pas faire un plan large, on va faire direct un plan serré avec un capitaine Space Marine en belle tenue blanche en train de tirer avec un bolter. Qu'est-ce que c'est un bolter ? C'est un fusil d'assaut lourd de Space Marines. En gros, ça tire genre du 20 mm ou un truc. Ok, je suis pas aussi fan que ça à connaître exactement le millimètre de la balle, mais c'est un truc. Oui, et puis en plus, les balles ont un système de propulsion. C'est un truc qui fait pas un trou, ça fait un tunnel si tu veux à chaque fois que tu tires. Derrière, Fred, vas-y, raconte-moi ce qu'il y a derrière ce Space Marine qui est en train de crier, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup, je dirais, à l'un des mecs du boîtier de jeu de Contrat. Ouais, on a pensé à la même chose. Ou Super Protector. Non, il ressemble pas parce que c'est le robot. Au Japon, Super Protector. Non, fuck ça, vas-y, c'est Stallone et Schwarzy, quoi, sur la couverture directe. Là, c'est clair que c'est Arnold Schwarzenegger, les cheveux courts, en train de gueuler comme un ouf. Mais derrière lui, Fred, raconte-moi ce décor, parce que c'est bien oppressant et angoissant, là, ce qu'il y a derrière. Ouais, donc il y a une espèce de couloir de vaisseau spatial en fuite, avec les perspectives qui font une fuite. Et donc, on a tout l'arrière-camp où, en fait, il est suivi par ses frères d'armes, ses soldats qui sont habillés en rouge, donc je pense que ça doit être des Blood Angels, sûrement. Et donc, on voit qu'ils sont aux prises avec leurs bolters, tous, avec des créatures. Il y a les Genie Stealers qui sont très connus, qui sont à sa droite et à gauche de la pochette, qui arrive un peu dans son dos, qui ressemble on va dire un peu à des aliens moins stylés, mais c'est un peu la même idée. C'est des créatures au corps à corps et vous les éventrent en 2 secondes. Et ils ont la chance aussi d'avoir un Dreadnought derrière qui arrive dans leur dos. Et le Dreadnought, sachant que c'est le boss du jeu, donc on va dire qu'ils sont en fâcheuse posture. Et c'est vrai que c'est très dynamique et on comprend tout de suite le principe. Une équipe, un Dreadnought, si vous avez Robocop le 2, c'est le méchant dans Robocop, c'est une espèce de gros robot. Mais non, robot, c'est le 1, mec. Ah oui, c'est dans le 1. Mais non, c'est dans le 2, c'est dans le 2 qu'il y a le nuke. Donc le mec, il est Ah, tu penses à Kane ? Ouais, avec le robot, il se met le foot dans le robot, carrément. C'était celui-ci qui était dangereux, parce que les autres, c'était des... Oh mec, arrête, un Dreadnought, je dirais plus que c'est Ed 209. Tu sais, celui qui fait des bruits de cochon quand il tombe dans les escaliers.
Tu te souviens pas dans Robocop? En fait, Murphy, pour tu sais, il y a l'énorme robot qui est en train de le poursuivre. Et Murphy, il descend les escaliers, le gros truc, il arrive pas, il est trop gros, il est trop épais, il tombe, il est à l'envers, il arrive pas à se remettre. Enfin bref, bon, ça fait penser plus à ça, un Dreadnought. Oui, bah c'est ça, c'est un espèce de robot qui est fait pour porter des armes et tirer de partout, un peu armuré avec des espèces de jambes un peu comme les sauterelles, quoi. Donc ouais, bah c'est... Bah, lui, de toute façon, lui, tu le vois y arriver, t'étais dans la merde. Donc là, on comprend bien l'idée. Dans un vaisseau exigu avec des créatures féroces et des compagnons d'armes qui essayent de s'en sortir pour la gloire de l'empereur, forcément. Tu sais, quand tu parlais de tout ça, j'entendais la musique de Metallica, j'entendais l'appel de Toulouse en arrière-plan. Ouais, qui est un super morceau de... C'est leur particulièrement meilleur. Oh, il est super... Ah, je suis un fan de Sanitarium, moi, sur Master of Puppets. Je sais pas si tu... Voilà, on fait une aparté encore, mais ils ont fait deux albums symphoniques en live, là. Et sur le premier SM, ils ont une version de Call of Cthulhu symphonique, elle est juste... Elle est juste à tomber, quoi, parce qu'avec les orchestrations derrière, ça tue, quoi. Bon, forcément, on parle de Metallica, on va parler de heavy metal, hein, parce que de trash, parce que voilà, Space Crusade, il y a quand même ce côté très fucking metal. Non, je suis un peu tout seul là, ou... Bah en fait, j'ai jamais pensé à ce côté trash metal, comme tu disais, pour Games Workshop, mais oui, bah, ça... De toute façon, j'ai un peu de merde, hein. John Blanche, mec, il vient à la boutique, il dessine avec son perfecto. Tu crois que c'est pas métal du tout, quoi. C'est plus un univers rock, on est d'accord. Mais de toute façon, j'ai l'impression que quand tu fais des jeux de rôle, tu fais des trucs comme ça, t'as plutôt tendance à écouter du rock que de la dance ou je sais pas quoi, mais bon. Oh, pourquoi pas? Après, tout se mélange, mais... Oui. Non, peut-être. Oh, chacun ses goûts, bien sûr. Mais après, je veux dire, quand tu regardes l'univers, moi, quand je regarde une couverture d'une extension ou même n'importe quelle boîte de Space Marines, enfin bon, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un peu comme la musique du dernier Doom. C'est bien violent. Enfin bref, c'est un univers assez métal, quoi. Et en parlant d'univers, que de mieux que de visualiser cet univers dans une publicité, Fred. Franchement, la pub Space Crusade... Que j'ai revu avec plaisir, ouais. Qui était à la fois des fois bien foutu, puis des fois très cheap. Alors je suis partagé. Ah non, attends, pour l'époque, moi je dis, je m'en fous que ça se fasse kitsch, c'est trop bien, quoi. Alors, un vaisseau qui arrive, et tu vois un groupe d'amis, 3 amis autour d'une table en train de jouer au jeu, un peu comme HeroQuest, hein, le même type de pub. Au lieu de faire que des plans sur le jeu de plateau, visualise, en fait, il crée l'univers. Donc il y a des costumes, il y a la production, du set design, il y a même les monstres et Jenny Stiller, on dirait des monstres d'un film de Roger Corman, quoi. Oui, franchement, ils auraient dû pas trop les faire longs, les plans sur eux, parce qu'ils sont un peu ridicules. En fait, au début, ça va, puis plus tu les vois, tu fais ouais, d'accord, bon. Ce qui est trop bien, par contre, c'est il y a des Space Marines, c'est correct, c'est un des gamins, donc, qui met son casque, et le casque de Space Marine qui se ferme par-dessus. Non, ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils filment à hauteur de plateau et qu'ils font une ouverture de porte, et ça se finit sur un Space Marine avec son putain de canon d'assaut, là. Ah ouais, ça c'est génial, ça. Et puis à la fin, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Les deux univers se mélangent, l'imagination et le réel. Il y a des Jenny Stiller qui arrivent dans la chambre pour zigouiller les gamins. Alors le problème, Fred, c'est que quand tu penses à cette fin, le truc, c'est qu'on montre à Jenny Stiller... Tu les gamins. Non, oui, mais les gamins, Non, j'allais dire une connerie, le dernier plan, c'est le vaisseau qui arrive, donc il va tous les sauver. Ah, ok, très bien. Parce que moi, je dis, ils sont morts, ils sont foutus, les gamins. Space Crusade, un jeu d'aventure qui t'emmène au plus profond de l'espace affronter les forces noires du chaos. Tu n'as que ton talent, ton courage et tes armes pour te conduire à la victoire. Seuls les plus forts seront maîtres du vaisseau. Space Crusade, l'ultime combat. Alors, ça me fait penser à une autre publicité connue qui était pour la Jaguar, l'Atari Jaguar. Il y avait un jeu de FPS de Doom Lake, Alien. Et dans la publicité, en fait, c'était un gars qui jouait plan serré années 90, et les Dutch Angle, les plans à 30 degrés et tout. Et puis, il est stressé, et puis vers la fin de la pub, il y a la main de sa mère qui touche son épaule. Genre, chérie, allez, il faut aller dîner, quoi. Et lui, tu dis, non, mais attends, je suis en train de finir, maman, je suis en train de finir. Et puis après, il continue, puis il y a la main de la mère qui tape toujours, et lui, il se dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Et puis en fait, c'est un plan large, et tu vois que c'est un alien qui est en train de tenir la main de sa mère, en train de le tapoter sur l'épaule avec. C'est goré, ça. Fred, comme on dit, hein, pour vraiment se mettre dans l'univers et l'ambiance du HeroQuest, quelque chose de très important dans ces jeux de plateau, hein, ça va sans dire, c'est les illustrations, les dessinateurs. Si tu nous parlais de Jim Burns.
Oui, Jim Burns, alors lui, sachant, là, on vous parle en fait de Jim Burns, vous avez dit que le jeu était sorti d'abord en Angleterre, en version test, et lui, en fait, c'est celui qui a fait la couverture de la boîte de jeu de la version test, qui est donc réservée à l'Angleterre. Donc, qui c'est ce Jim Burns? Donc, c'est un Anglais, et depuis son enfance, il adore le dessin. Ses parents sont très autonéques, il n'y a aucun artiste dans la famille, mais ils sont ravis, ils l'encouragent, et il lui achètent tout ce qu'il faut pour tout le matériel pour dessiner. Mais bizarrement, il travaille pas, il ne souhaite plus travailler dans ce domaine-là, mais dans l'aviation. Donc il décide de faire son service national dans la force Royal Air Force en Angleterre. Royal Air Force. Royal Air Force. On dirait un jeu de tir Konami. Royal Air Force. Mais bon, malgré tout ça, cette petite parenthèse, le dessin l'emporte et malgré tout, et donc il fera en définitive ses études aux Beaux-Arts. Il deviendra artiste peintre et illustrateur fan de science-fiction. Donc il fera beaucoup d'illustrations dans ce domaine. Il y a même plusieurs livres qui sont sortis avec toutes ses œuvres. Donc si vous voulez voir le travail de Jim Burns, vous avez des catalogues de ses œuvres, surtout de SF. Et il a 72 ans actuellement. Il en avait 42 quand il a travaillé pour l'illustration du jeu, la couverture anglaise. Et oui, on a quelques exemples. Il a un trait très fin, avec un bon choix de couleurs cuivré. Tout ça, j'aime bien. Il y a 2-3 illustrations que Fabien nous a données. Et pour parler en soi de la couverture anglaise, donc on a toujours ce contour bio-organique. On a plus ou moins les mêmes protagonistes. C'est juste que le cadrage est un peu moins serré sur le capitaine, qui est pas totalement premier plan, mais qui est plutôt un peu, on va dire, au centre de l'image avec ses frères d'armes derrière lui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Gene Stealers sont toujours à gauche, avec une représentation plus Games Workshop, j'ai envie de dire. Et là, ils ont changé de protagoniste. On n'a plus de Dreadnought, on a une espèce de robot, de robot squelette, qui était assez impressionnant, je m'en souviens. Et l'un dans l'autre, c'est vrai qu'elle pète un peu moins. Terminator. Ouais, c'est ça, un peu Terminator sans sa peau artificielle. Et il me ressemblait vraiment à des squelettes, je m'en souviens. Et ouais, donc elle pète un peu moins, le cadrage est un peu moins bien fait, elle est un peu moins hollywoodienne, j'ai envie de dire, mais elle est quand même de très bonne facture. Donc ouais, c'est quand même une bonne couverture. Les Gene Stealers, ils sont bien mis en valeur, ils sont au premier plan, donc on voit bien que c'est des bêtes dégueulasses. Notre deuxième dessinateur, David Squay. Alors, c'est le deuxième dessinateur de la boîte de la nouvelle édition de Space Crusade. Alors, David Squay, il est né en Angleterre. Alors, il ne dira jamais son âge, vie privée. Il a appris le dessin aux Beaux-Arts. Il devient artiste peintre. Il vit désormais en Espagne où, voilà, il exerce toujours. Il n'a pas de thème de prédilection. Il peut aussi faire des portraits, des paysages ou des bandes dessinées. Et il en a d'ailleurs sorti plusieurs sur le football et sur la vie d'un mannequin. Donc c'était assez intéressant comment il a un portfolio assez vaste. Et son coup de perso, je trouve Fred assez impressionnant parce que il fait un super clair-obscur, mais il fait presque de la peinture à l'huile, du photoréalisme, ouais. Qu'il est assez balèze. Ouais, ses traits sont très fins et puis la couverture de Space Crusade a fait réaliste. En fait, le personnage fait réaliste, tout fait réaliste, quoi. Donc c'est un beau trait. Et puis là, en regardant davantage le dessin, on voit qu'il y a une espèce de brume au sol que j'ai jamais remarqué. Ah, il est très très balèze, très détaillé, quoi. De toute façon, pour que ça soit un artiste photoréalisme, c'est souvent ça, ce trait important. Ça, c'est un peu les meilleurs artistes aussi pour tout ce qui est pour les matte painting des films de science-fiction, surtout comme ceux de Blade Runner, par exemple. C'est les artistes les plus importants, quoi, pour créer ces fonds où tu te poses la question, est-ce que c'est une peinture, est-ce que c'est une maquette, ou est-ce que c'est vraiment un set? De toute façon, le cinéma, c'est le royaume des illusions, donc ouais, c'est... Alors pour MB, voilà, il fit dans les années 90 quelques dessins pour eux, bien sûr, voilà, pour le dessus des boîtes de Space Crusade, qui était le plus important qu'il ait fait chez eux. Alors il s'en souvient très très bien, il en est vraiment très fier. Il dira aussi que cette illustration lui prit un temps fou. C'est d'ailleurs ce dessin qui remplacera la première édition anglaise et qui sera l'illustration définitive pour toutes les boîtes du jeu des autres pays. Donc voilà, les aventuriers, les auditeurs, si vous êtes en train de regarder sur eBay, vous vous procurez une version déjà de 1, Fred, je crois qu'on leur souhaite bonne chance. Et tenez-nous au courant parce qu'avec Fred, t'as encore ta version? Ah non, moi je jouais chez un pote, je l'avais pas. Ah, voilà, donc ouais, c'est l'illustration de David Squay que vous verrez sur la couverture. Ce magnifique Space Marine en train de hurler de tous ses poumons. Et Fred, si tu nous parlais justement du dernier illustrateur. Oui, parce que quand qui dit jeu de société dit des petites pièces, des petits dessins intérieurs pour le manuel et donc oui les cartes. Donc là c'est Mr. Manar Chohan qui s'y est collé. Donc ça va encore un anglais, lui il est diplômé d'une école de graphisme et d'illustration. On connaît pas son âge bizarrement. Il fit ses premières armes dans les studios Jim Henson qui sont très renommés, on les connaît les studios anglais.
Et donc, il a fait beaucoup de merchandising aussi pour le Muppet Show et Fraggle Rock. Ça, c'était génial, Fraggle Rock, j'adore. Rien que le générique, c'était top. Et ça pendant 7 ans. Donc, grâce à cet emploi, il a appris énormément le sens du détail. Il savait que, tout était dans le détail, comme on dit. Le diable est dans le détail. Et sa fille a renommé ce travail méticuleux. Donc, il se fit remarquer, il a travaillé pour énormément d'éditeurs, encore du dessin animé comme Scooby-Doo, pour pas mal de jeux de société, mais surtout dans le domaine de la jeunesse, donc, où il travaillera le plus, aussi bien dans le livre, le cinéma ou la télévision. Et donc, c'est vrai que, vous voulez voir un dessin avec Kermit, c'est sûrement lui qui l'a fait, ou les couvertures de merchandising de Scooby-Doo, des choses comme ça, donc des choses très pour les enfants. Et donc pour Space Crusade, c'est l'illustration intérieure, les documents et certains éléments de la boîte de jeu. Donc comme les jetons qui représentent les ennemis avec les fiches où vous pouvez mettre les pions, tout ça, deux trois dessins d'ambiance beaucoup plus simplistes que ce qu'on a pu voir sur la boîte de jeu, mais qui sont à la fois des fois en couleur, en noir et blanc. Moi, ce que j'aime bien lui, c'est qu'il utilise beaucoup le violet, donc c'est mon pote. Même sur la couverture de ces Scooby-Doo qu'il a illustré, il utilise pas mal de violet, ouais. Ces dessins me font penser aux illustrations des Judge Dredd. C'est dans les premiers 2000 AD. Quand c'était le fameux italien, j'ai oublié son nom. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, ça me fait penser à ça. Ce trait très très fin avec beaucoup de couches de contraste différents, hein, plusieurs niveaux de gris et de noir. Très très bien fait, quoi. Des plans larges de souvent des Space Marines dans des salles de contrôle avec des écrans partout, du high-tech super fantastique autour d'eux, quoi. Donc voilà, oui, donc après c'est un peu comme HeroQuest, donc il y a aussi beaucoup de figurines. Oh oh, Citadel miniature. Ah bah, Fred, on change pas une équipe qui gagne, hein. C'est encore une fois Citadel Miniature, voilà, qui s'occupe des figurines de Space Crusade. Alors on le rappelle, hein, c'est une filiale de Games Workshop, hein, Citadel Miniature. D'ailleurs, vous pouvez trouver leur boulot, hein, dans les White Dwarf. Hein, il y a souvent des pages qui montrent les peintures sur ces Citadel Miniature, hein, ce magnifique boulot. Alors, ils connaissent bien leur métier, hein, puisque c'est eux à qui on a le droit pour des splendides figurines de Warhammer, de HeroQuest. Hein. Donc, en effet, ils peuvent créer des figurines en plastique, en plomb ou en résine. Enfin, le plomb, c'est fini maintenant, Fred, il y en a plus. Hein. Bon, moi, j'ai que des figurines en plomb pour te dire qu'elle est vieille, mon arme. Bah oui, mais toi, t'as des orques qui datent de l'époque rétro de Warhammer, quoi. Ah non, mais j'ai bossé Warhammer 40 000. Hein. Ouais, 40 000. Oui, c'est ça que je voulais dire. Désolé, c'est l'habitude de dire juste Warhammer, mais ouais, c'est nous quand on y jouait quand on était gamin, c'était plomb, métal, résine, beaucoup de plomb. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini le plomb, bien sûr. C'est trop dangereux. Ouais, c'est fini. Mais c'est marrant quand on a des figurines en plomb. Alors, comme HeroQuest, elles seront en plastique et d'une seule couleur uniforme. Alors, ça n'empêchera pas à certains joueurs, bien sûr, de les peindre, de les rendre encore plus belles, encore plus majestueuses. Hein, Fred, c'était un classique, ça. Raconte-moi l'arrivée en France de Space Crusade. Ouais, donc nous, c'est toute fin 90, Space Crusade, avec une énorme campagne publicitaire. Donc en France, il marchera aussi très bien. Bon, c'est vrai qu'il marchera quand même un peu moins bien qu'HeroQuest. Sachant qu'il n'y aura eu que 2 extensions, même dans tous les autres pays, ça sera limité à 2, même aux États-Unis, au Royaume-Uni, où c'est un jeu qui est carrément culte. Et donc... il y avait une extension qui a été créée sur MC4 comme pour HeroQuest qui fut envisagée, mais vite annulée au vu de il y a eu un échec du fameux, vous savez, Kit Fortress de 15 € avec pour HeroQuest, qui était vraiment l'arnaque suprême. Donc ils ont pas tenté le diable 2 fois, il semblerait. Et donc, sachant aussi c'est un jeu qui a jamais été réédité. Comme vous disiez, si vous le cherchez en état complet et bon état, c'est 100 € minimum et encore. Et voilà, donc les extensions, vu que c'est comme tout ce qui est rare et cher, entre guillemets, c'est encore hors de prix. Et voilà, donc ça c'est au rayon des bonnes nouvelles. Et donc, si vous aviez joué, vous avez bien fait d'y jouer, parce que maintenant ça devient difficile. Et en fait, on en parle depuis tout à l'heure, Space Crusade, mais de quoi ça parle, Space Crusade, exactement? Juste une petite aparté, Fred, ça t'intéresse, là, vite fait? Je crois que ça plaira aux auditeurs aussi. En fait, Hasbro a une partie de sa société qui s'appelle Hasbro Design ou Hasbro je sais pas quoi, où il ressuscite, où il réadapte, où il crée de nouvelles figurines, de nouveaux jouets, de nouveaux jeux de plateau, en dépendant de la demande. Donc c'est un peu comme un Kickstarter privé uniquement à Hasbro. Et cet été, donc l'été 2020, il y a eu un Kickstarter pour que Hasbro a enfin, je sais pas comment ils ont fait, mec, mais ils ont eu les droits pour refaire HeroQuest. Ah oui, sympa ça. Ouais. Et devine qui a réussi à en avoir un pour l'équipe du podcast. Toi? Yep. Ah bah c'est cool ça. Et voilà, les aventuriers, on va pouvoir peut-être filmer ou enregistrer une émission pendant qu'on est en train de jouer
à la nouvelle, enfin c'est pas la nouvelle, hein, parce que c'est juste une réédition. Ah, d'accord, packaging total. Oh, putain, mais attends, il y a des heures de jeu là-dedans. Là. Donc voilà, je voulais faire la surprise aux aventuriers, à toi aussi, comme quoi voilà, le podcast aura sa version, donc on pourra partager avec les auditeurs c'est cette magnifique chose. Donc ce que je voulais dire, c'est franchement, si Hasbro ait pu faire ça pour HeroQuest, et c'était un bordel l'histoire des droits, hein, c'est ça qui était problématique, oh mon dieu que c'était dur pour eux. Donc ils ont réussi. Alors pourquoi ils ne réussiraient pas à faire la même chose pour Space Crusade, qui est, comme t'as dit, est emblématique et culte au Royaume-Uni? Il y a carrément une chance qu'ils le font aussi pour ça. Bah ouais, ce serait cool, hein, franchement. Devine qui va guetter à mort le site web de Hasbro. D'accord. Voilà, je vais être là, quoi. Je vais être là pour nous, pour qu'on puisse se choper une version. Parce que je t'admets que sur Internet, sur eBay, là, les versions incomplètes, tout pété, avec de la bière renversée sur les magnifiques couvertures qui sont toutes enflées. Franchement, ça me fait du mal, quoi. Mais surtout pour Jim Burns, c'est dommage, quoi. Bref, alors Fred, tu disais qu'on y retourne. Le synopsis, allez, classique, simple, qui nous met tout de suite dans l'action. Allez, Aliens, hein, des Space Marines. Let's rock! Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des vaisseaux qui ont disparu depuis des centaines d'années et qui réapparaissent subitement. Et ce sont ce qu'on appelle des Space Hulk, des gros vaisseaux spatiaux. On dit des Space Hulk parce que Hulk, ils sont massifs, ils sont énormes, c'est carrément des villes, des pays flottants, quoi. Et donc, à leur bord, il y a des créatures malfaisantes, contaminées par le chaos, qui sont prêtes à tout pour semer la mort. C'est comme des virus, quoi. Donc, il y a des Space Marines qui embarquent dans ces Space Hulk, et c'est un peu comme l'équipe de nettoyage, voilà, qui vont devoir explorer Space Hulk. Donc, voilà tout ce qu'il va falloir faire pour combattre le mal et sauver l'humanité. Fred, c'est simple, et d'ailleurs, le scénario de Space Crusade, c'est quasiment le même scénario que l'autre jeu de plateau, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Space Hulk. Oui, dont on parlera plus tard, mais qui est plus que le grand frère ou le petit frère, qui est carrément l'âme sœur de Space Crusade. La différence, en gros, c'est que tout le monde peut jouer à Space Crusade de MP, pendant qu'il faut quand même vouloir, aimer, et bien sûr, passer pas mal de temps à lire les règles pour jouer à Space Hulk. C'est la version, comme t'as dit, grand frère, quoi. Ok, Fred, si on couvre un petit peu quelques explications de ce qu'est Space Crusade, comment ça joue, quelles sont en gros les règles si on couvrait ça un petit peu? Oui, on va pas trop rentrer dans le détail, c'est juste pour déblayer un petit peu. Donc, sachant, on vous rappelle que donc à l'époque, dans les supermarchés, c'était complètement ouf, hein, comme jeu. Donc, c'était vraiment peu commun de voir un tel jeu dans les supermarchés où il y a le mystère de Pékin à côté, le téléphone. Je te préviens, dis pas de mal le mystère de Pékin, toi. Fais gaffe. En plus, c'est le même créateur, donc on va dire fais gaffe, parce que moi, je vais regarder dans le miroir, là, je vais voir qui a écrit Fred, c'est Fred is dead. T'es con. Okay. Astur. Ah, c'est ça. Non, arrête, enlève, t'arrêtes. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Space Crusade? Donc ça se joue à partir entre 2 à 4 joueurs. Bon, c'est fait pour plaire aux amateurs de science-fiction, hein. Il y a quand même une cinquantaine de figurines, donc il y a vraiment pas mal de figurines, parce que même dans vous dirigez une équipe, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc il y a des décors avec des portes, avec des socles en plastique, donc c'est un jeu en 3D avec une impression 3D, quoi. Et c'est vrai que les plateaux étaient assez énormes et ils étaient adaptables, et donc on pouvait les bouger en fonction des scénarios, des envies. Et donc aussi on avait des dés spécifiques avec des dés blancs et des dés rouges. Et donc avec des cibles et des 0, des 1 et des 2, je pense. Et donc ça c'était ce qui faisait notre réussite. Donc il y a 2 dés rouges et 4 dés blancs. Alors les dés blancs, donc c'est un dé à 6 faces, hein, pardon, on n'avait pas précisé. Donc il y a 1, 1, 2, et après il y a 4 0. Donc en fait vous avez une chance sur 3 de réussir. Et les dés rouges c'est la même chose, sauf qu'il y a une phase avec le chiffre 3. Donc ça fait 1, 2, 3 et 0. Donc en fait c'est assez simple, chaque tour on avait des actions, on pouvait déplacer son pion, faire une action telle que tirer, donner un coup au corps à corps, charger son arme ou de nouvelles munitions. Et donc en fait on avait des équipes qui étaient peintes de la même couleur, donc on pouvait bien les distinguer. Et en fait on avait 9 armes différentes par équipe qu'on pouvait adapter selon les mecs. En fait leur petite mimine se retirait et tu pouvais mettre les petites mimines avec l'arme, donc tu pouvais un peu personnaliser tes gars, quoi, par rapport à comment tu jouais, ou ce que t'aimais plutôt comme arme, ou comment tu t'imaginais le truc. Et donc c'est vrai qu'après au niveau des ennemis, on parle souvent des génie stealers, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas que. Donc c'est un peu parce que par exemple dans Space Hulk, il y a que des génie stealers par exemple. Donc là dans Space Crusade c'est beaucoup plus varié. Donc en plus il parle du chaos, donc une espèce d'antagonisme à l'humanité.
Donc il y a aussi on pouvait même retrouver des orques, des tyrannides, le Dreadnought dont on vous a parlé sur la couverture. Et voilà, donc ça fait vraiment tout un bestiaire entre guillemets. Et donc ce qui était intéressant, comme vous dites, c'est que cette fois-ci il y avait un vrai joueur qui incarnait le méchant, donc qui lui avait ses propres objectifs et qui voulait donc gagner. Et donc pour ça, il n'allait pas faire de cadeaux aux autres joueurs. Donc souvent c'était le sadique du groupe qui faisait ça. Faut savoir. Et donc on pouvait jouer jusqu'à 3 équipes de Space Marine avec des couleurs différentes. Et dedans il y avait donc 4 Space Marine et le commandant. Et voilà, donc ça fait notre petite équipe de 5. Et donc on avait des combinaisons différentes, genre armes lourdes, ou combinaisons corps à corps, ou combinaisons un peu avec le bolter. Donc c'était bien. Donc moi je sais que ce qui était intéressant, c'est de foutre la combinaison corps à corps au capitaine, par exemple. Ça c'était le truc de base, je me souviens. Et ouais, et toutes les armes lourdes, il y avait un lance-missile, un lance-grenade et un canon d'assaut qui était impressionnant, qui était super sympa à utiliser. Donc il y avait donc c'est ça, donc ils avaient repris un peu l'univers de Warhammer 40 000. Donc on a parlé de 3 équipes avec des couleurs différentes. Donc il y avait les rouges qui étaient en fait les Blue Angels que Fabien nous a traduit par ange sanguinaire. C'est tout à fait ça, mais en fait même en français ils sont appelés les Blue Angels. Donc c'est ceux qu'on voit plus ou moins sur la couverture. Sachant que en fait c'est à la base, sans rentrer dans les détails, ils sont plus ou moins liés à un peu aux vampires. Donc en fait c'est des mecs un peu des fanats de corps à corps, mais en même temps ils sont un peu mystiques. Bon, c'est un peu compliqué quand vous connaissez pas le background. Les ultramarines, c'est les plus connus, c'est les marines de base qui suivent le credo à la lettre, c'est les militaires. Et en fait ce qui est marrant, c'est que dans l'univers, c'est eux qui rencontrent les premiers, les tyrannies, les Genestealers. Donc il y a toujours ce clin d'œil aussi. Et donc après les Imperial Fist, les jaunes, qui eux sont aussi, comment dire, c'est les pros de la défense de la forteresse, et donc aussi qui font partie des 3 équipes. Donc du classique. Attends, Fred, il faut que tu dises, Fabien il nous a traduit les Imperial Fist. Bah oui, les points impériaux. Yeah. C'est cool. Voilà, donc on a même la photo des figurines, et vous voyez les petites armes, donc la hache et le bolter, le gantelet énergétique, un espèce de grand gantelet avec un champ de force qui vous permet de péter les murs, traverser les murs, avec une épée, et l'autre un gros fulgurant bien balèze. Donc c'était vraiment sympa, on pouvait vraiment styliser nos gars, puis prendre son code couleur qu'on voulait, donc c'était vraiment sympa. Et donc les missions étaient lues par le méchant, qui va lire la mission qu'on a à faire. Et donc nous, souvent ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait éliminer tous les ennemis en ayant le moins de morts possible. Et lui devait empêcher, en fait, lui c'était plus intéressant, lui il devait nous empêcher de réussir une mission. Ou en fait, on pouvait convertir un Space Marine en créature du chaos. Donc là c'était le kiff ultime. Donc voilà. Complètement alien. Et donc il y avait un système de campagne, donc avec 4 missions. Et donc à chaque fois qu'on réussissait, on augmentait d'un grade, que ce soit pour un héros du bien ou du mal. Donc même le méchant pouvait avoir des ennemis qui étaient plus forts après. Donc quand tu les voyais arriver, t'étais un peu en bad. Surtout s'il avait gagné, c'est-à-dire que la partie d'avant il t'avait plié, donc tu reprenais avec des nouveaux mecs qui étaient newbies. Donc au bout d'un moment ça devenait ingérable, quoi. Donc si un commandant passe une mission, il deviendra capitaine Seignoris. Ici c'est un joueur extraterrestre, il deviendra seigneur du chaos. Donc voilà, et en fait le plus chiant dans ce jeu-là, c'est que même si t'avais fait ta mission, mais après, il faut que tu retournes absolument à ton point de départ, la plateforme d'arrimage, sain et sauf. Et donc, c'est souvent là qu'en fait, l'ennemi te coupait ta retraite. Et qu'en fait, c'est là que les emmerdes commençaient souvent. Donc, ouais, dans ces Space Crusade, c'était super bien chiadé. Et puis, pour l'immersion, c'était le plateau 3D, les portes, les missions adaptables, les super figurines avec les armes que tu peux adapter. Franchement, c'est vrai qu'en couleur nuit, c'était déjà belle. Merci ceux qui ont pris le temps de les peindre, total respect, quoi. Ils ont dû s'éclater, quoi. Sinon, tu les échanges avec tes figurines Warhammer, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, elles ressemblent beaucoup à des figurines Warhammer. Ça c'est clair. Bah, Fred, en cause des extensions, hélas, il n'y en a pas eu autant que HeroQuest, mais il y en a eu quand même. La première qui s'intitule Mission Dreadnought. Alors, Mission Dreadnought a une sacrée couverture vraiment impressionnante. Encore une fois, avec ce cadrage biomécanisme. Dessus, on a une scène baignée dans un rouge sanguinaire avec
En contraste des pylônes de loin, on voit qu'on est dans une énorme salle, on peut dire une version science-fiction des mines de la Moria. On a deux énormes dreadnoughts en fait qui avancent avec une ligne de front de soldats qui est en train de tirer de pleine force en avant. Alors on voit pas sur quoi ils tirent parce que c'est pas dans le cadrage, mais on voit cette ligne d'assaut assez balèze, ces dreadnoughts qui arrivent pleine puissance, pleine balle. Fred, elle est assez cool cette couverture, elle est très gothique space opéra. Ouais, c'est un rouge pétant, un peu crépusculaire. C'est vrai qu'en fait, on est un peu... en fait, ce qui se passe, l'action est un peu hors champ. On voit juste cette ligne qui avance. Et c'est quelque chose qu'après qu'on n'a pas précisé, parce qu'il est super en plus avec les boîtes de Space Crusade, c'est que les dessins reprenant vraiment les figurines. C'est vraiment les postures des figurines. Les figurines, elles sont comme ça. C'est pas trompeur. Non, pour ça, c'est assez bien fait. Il avait déjà bien fait dans Request, parce que j'avais remarqué que les orques, ils avaient la même pose que les figurines. Et là, c'est un peu pareil, les squelettes, ils ont cette pose ramassée, le Dreadnought, il est exactement comme ça, et le rapport de taille est nickel. Donc oui, pour une fois, c'est carré, quoi. Ouais, c'est cool, ça. Il y a un énorme respect entre les illustrations et les boîtes. Là, MB, ils ont assuré, autant que ça soit HeroQuest que Space Crusade. Alors, qu'est-ce que c'est Mission Dreadnought ? En fait, c'est la première extension. Elle sortira en France en 90. Elle sera très appréciée par les fans et elle apporte beaucoup. Alors forcément, notamment surtout des éléments supplémentaires du plateau. 12 figurines supplémentaires, ce qui est énorme, de nouvelles armes dévastatrices pour les... Tarentule ! Oh la tarentule. Oh shit. Putain, c'est balèze, ça c'est les tourelles automatiques. Ouais. Oh putain, ça quand c'est sorti, t'étais trop content. Tu mettais un gars au bout d'un couloir et il était tranquille, quoi. Ça te rappelle pas la version Director's Cut de Aliens? Il y a aussi des portes blindées aussi, ouais. L'apparition des portes blindées. Le jeu comprend 3 nouveaux scénarios. C'est une extension qui a jamais été rééditée et qui est hors de prix en occasion. Je crois que ça coûte Fred là ces temps-ci, donc là on est en novembre 2020, ça vaut plus que 150 €. Si aucune pièce n'est manquante, bien sûr. Alors juste pour une extension, putain. Et moi je m'en souviens, moi je l'avais pas, mais mon pote je pense qu'il avait acheté cette extension-là parce que je reconnais les armes, et c'est vrai qu'on rentrait encore un peu plus dans l'univers de Warhammer, parce qu'en fait tu avais accès à des armes que tu connaissais pas forcément, qui sont le multifuseur, le canon laser, le lance-plasma, la tarentule, qui sont des armes de l'univers de Warhammer 40 000 et qui en fait en science-fiction n'existent pas forcément. Et oui, je m'en souviens que tactiquement, ces armes-là faisaient une sacrée différence. Je m'en souviens que le fuseur c'était une tuerie à utiliser avant le canon d'assaut. Tu sais, le canon d'assaut ça reste des balles, quoi. Donc là t'avais des armes vraiment high-tech. C'était cette extension-là pour le plaisir tactique, on va dire, pour personnaliser tes gars, pour tes stratégies, elle était tout simplement géniale. Moi en fait j'avais apprécié ce Space Crusade avec cette extension-là, parce qu'avant on se faisait tout le temps rétamer, en fait, si tu veux. On n'avait pas les c'était difficile, quoi. De toute façon, tes orques qui vont morfler avec mes Space Marines. Je vais te mettre des coups de Melta, des Melta Guns, tu vas rien piger, quoi. Allez, c'est bon. Prends tes boîtes de conserve, là. Avec mes tin bots, ouais. Ah ouais, et puis, Fred, la deuxième extension, et là, franchement, c'est plus du MB, c'est carrément du Games Workshop, quoi. Bah oui, parce que l'attaque des Eldar, donc les Eldar, c'est le nom des elfes dans le futur, dans l'univers de Warhammer 40 000. Et donc oui, donc on vous combattez plus des humains ou des monstres, vous combattez plus des monstres, vous combattez une autre race extraterrestre qui ressemble à des humains. Et donc on sait bien que les Eldar, ils sont très très nébuleux, ils ont toujours des motivations qui nous dépassent, et souvent ce sont plutôt des créatures bénéfiques. Mais là, pour le coup, on est entre eux et leur objectif. Donc celle-ci, je l'ai pas vue. Donc elle est sortie en 91 aussi, ouais. Et t'as vu cette couverture, franchement, de la boîte qui est impressionnante, quoi. Vas-y, décris-la-moi, parce que on est, franchement, toutes les 3 couvertures de Space Crusade et ces 2 extensions, elles sont vraiment impressionnantes. On est dans le plein de feu de l'action. Mais c'est vrai qu'en fait maintenant, ce qui relie toutes les boîtes, c'est cette espèce de liseré autour qu'on disait bioorganique là, qui fait vraiment le cadrage, qui fait avec la typo Space Crusade, tout ça. Et donc l'attaque des Eldar. Donc là, on a une espèce de phalange d'Eldar avec pareil leur capitaine au premier plan avec son home, sa grande armure. Ils ont tous des grands homes qui terminent un peu en pointe, un peu en forme de goutte d'eau si on exagère un peu. Des belles armures bleues et jaunes, donc c'est des mecs qui viennent du vaisseau de Seaman, je crois que ça s'appelle pour les Eldar, ce code couleur. Donc c'est tous des gardiens, c'est des comme nous, c'est des fantassins de base, leurs guerriers, leurs troupes. Et donc je sais pas s'ils sont dans un vaisseau monde ou dans un vaisseau, parce qu'en fait les Eldar ont des vaisseaux particuliers qui s'appellent les vaisseaux mondes. Là je sais pas s'ils sont à l'intérieur d'un vaisseau monde ou d'un Space Hulk, ça c'est pas très distinct. Et parein, donc en fait l'action est hors champ, ils sont face à nous, ils tirent dans tous les sens ils tirent dans tous les angles. Et pareil, donc ils sont quoi, un peu moins d'une dizaine. Et je pense que on comprend que ce sont des antagonistes en fait.
Et ce qui est cool, c'est ce décor, en fait, cette mise en scène, parce que le chef, avec ses soldats, il est devant un énorme poteau, une structure, mais on voit des crânes, on dirait, avec des fils électriques, mais c'est un peu bordélique, comme si c'était à moitié vivant, un peu à la Akira, quoi. Et derrière, en fait, c'est des longs couloirs qui sont comme d'énormes réacteurs d'un vaisseau, mais on sent qu'ils sont encore dans un énorme espace vivant, quoi, un peu comme la couverture du Dreadnought. Donc, c'est marrant parce que la boîte de jeu principale, Fred, de Space Crusade, c'est assez oppressant, hein. C'est un petit couloir très fin, les Space Marines avec le commandant qui sont attaqués à gauche et à droite par les Genesis Stealers. Et après, tu arrives sur la couverture des Dreadnought et des Eldar, où c'est un espace qui est pas oppressant, mais qui est massif en fait. C'est un énorme couloir, un corridor de bataille, ce qui élève encore plus le côté, alors pour dire épique, hein, le côté impressionnant de cette bataille qui se passe dans un énorme lieu. Oui, de toute façon, ouais, c'est sûrement dans le vaisseau. Après, j'ai l'impression qu'ils viennent d'arriver avec leur espèce de racine et donc ils sont là un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dans cette boîte, cette extension ? Ouais, donc ce qui était intéressant, donc là je me rends bien compte que j'ai pas joué, parce que sinon je m'en serais souvenu. Donc il y a 10 nouvelles figurines, donc des Eldar, avec des armes elles aussi interchangeables comme les Space Marines. Et en fait, le grand intérêt, c'est qu'au mieux de passer à 4 joueurs, on pouvait maintenant jouer à 5 joueurs. Et donc avec 4 nouvelles missions, donc ça c'est franchement c'est une super bonne idée, quoi. Et donc les figurines, des figurines Zelda avec des espèces de... Ah oui, j'ai mentionné, ils avaient des plateformes anti-gravité, on appelait ça, ces espèces d'armes d'appui que tu peux déplacer librement, parce qu'en fait elles sont pas sur roue, tout ça, donc elles flottent dans l'air, donc ça c'est assez pratique. Donc ça a l'air assez sympa. Je suis un peu dégoûté de pas y avoir joué, et donc maintenant si je veux rattraper mon retard, il faut que je débourse la bagatelle de 225 €. Je suis content de savoir. Alors, puis c'est tout. Hein, ça s'arrête là, pas d'autres extensions. Alors, bien sûr, il y en avait plein qui étaient prévues, mais elles furent annoncées par le magazine White Dwarf. Mais voilà, elles ne verront jamais le jour. C'est fini, ça a été annulé. Hein. On sait pas vraiment quelle raison, mais Fred, si tu pourrais donner ton avis personnel, toi, tu penses que c'est dû à quoi ? Le fait qu'on n'ait pas vu d'autres extensions, parce que je crois pas que c'est la consommation du produit. Hein. Non, mais MB sont très chiffres. Donc ils ont dit là les ventes elles correspondent pas totalement à l'investissement. C'est ça, si ça vaut pas un certain plafond. Oui, en fait ils ont dit ah non c'est trop niche, nous on n'est pas Warhammer, donc vas-y refous-nous du grand public là. Tu vas nous sortir un Monopoly Disney, je sais pas, par exemple. Monopoly version carte bleue. Mais c'est vrai, c'est pas con ce que tu dis, parce que HeroQuest, encore, je trouve que ça va, ça fait pas trop Warhammer. Enfin, si, ça fait HeroQuest, enfin... HeroQuest, ça fait vraiment Warhammer Quest, d'accord, mais il y a quand même ce côté Heroic Fantasy plus ouvert, pendant que là, Space Crusade, surtout à partir de cette deuxième extension, ça fait vraiment Games Workshop, quoi. Ça fait plus du tout le produit MB, quoi. Je trouve que là, on devient, comme t'as dit, ça devient super niche, quoi. Ça commence à... Soit ça devient super niche, ou soit ça ouvre le niche vers le grand public. En fait, ce que tu es en train de dire, moi je pense qu'en fait jouer à HeroQuest, à Warhammer, à HeroQuest et à Space Crusade, ça m'a ouvert la porte à Warhammer après, parce qu'après nous très rapidement on a joué à tout ce qui était Warhammer, donc c'est Warhammer qui est gagnant là-dedans aussi. Ah ça. Et puis en parlant de Warhammer, Fred, on finit là-dessus, c'est que, oui, comme pour HeroQuest, si vous étiez abonné à White Dwarf, hein, ou si vous trouvez les numéros aujourd'hui dans les bacs d'occasion, alors on parle bien des versions anglaises du magazine, il y avait en fait des règles additionnelles, comme des suppléments de quêtes, voilà, que vous pouvez ajouter à votre partie de Space Crusade, que je trouve très très cool quand les magazines font ça, quoi. C'est vraiment sympa comme surprise. J'aurais bien aimé savoir quelles étaient les extensions prévues par White Dwarf pour le coup. Parce que... Tu sais, j'ai un catalogue, moi, physique de White Dwarf, j'en ai pas mal. Je crois que donc je les ai en anglais. En fait, j'avais une boutique qui les vendait à 50 cents la pièce. Et j'y allais souvent et j'en prenais toujours pour $10, quoi. Hop, donc j'en prenais un sacré paquet, une vingtaine. Et j'en ai pas mal chez moi. Donc, tu sais, écoute, le week-end arrive, là, je vais fouiller, comme ça, au prochain podcast, je te dis si j'en ai trouvé. Ouais, alors en plus ça la fout mal d'annoncer des trucs qui sortent jamais, ça c'est toujours un truc qui me choque, mais bon après c'est les lois du les lois du business, hein, nothing personal. Personne. Time is money, nothing is personal. Hey, écoute-moi, Frederick, est-ce que ça te dit qu'on prenne une réunion à 12:30, on ira chercher un sandwich et puis on discutera business. c'est ma voix business franglais. Hello, I've heard you want to put some Dow Jones and some Nasdaq in Space Crusade. Bref, n'importe quoi, moi. En Bitcoin, forcément.
Yo Fred, écoute, je te propose qu'on remballe tout pour l'instant. Là, on remet son Space Crusade qu'on n'a pas tous les deux dans sa boîte imaginaire. Et puis, allez, petite interlude. Et puis, je te dis à toutes. Ouais, à toutes. Vas-y, ça marche. Fred, à ta gauche, vas-y, tire le lance-flamme. Ils sont où, bâtard? T'as ma quelle gauche? Ils sont dans le toit. Putain, ils viennent d'en haut. Bon, vas-y, va au corps à corps, vas-y, va au corps à corps. Non, laisse tomber, non, j'y vais pas, moi, non, j'y vais pas. C'est toi le capitaine. Laisse tomber, j'ai joué assez de Space Hulk pour savoir qu'il faut jamais choisir le corps à corps. C'est bon ça. Putain mec, cette ambiance quand même bien flippante, bien oppressante de Space Crusade. Bah Fred, écoute, y a pas mal de choses à se dire encore. C'est que on a peut-être parlé du jeu, c'est peut-être un peu tout ça, mais à savoir que il y a pas mal de merchandising, des jeux vidéo. Il y a aussi, on va parler un petit peu de Advanced Space Crusade. On va même parler de trois trucs intéressants. Mais Fred, à savoir en fait que pour revenir sur les extensions, qu'est-ce qui se passe à la fin, c'est que MB en fait il sortira des flyers de présentation destinés aux professionnels du jouet pour présenter les sorties françaises de Space Crusade. Mais pour la première extension, voilà, MB il mettra la photo de la deuxième extension avec le synopsis de la première extension et vice versa. Donc c'est un peu le Dawala pour présenter le jeu. Là, c'est un mec de la cellule marketing, il connaissait pas les jeux, il a pas fait gaffe. Voilà, c'est une erreur. Tu crois que c'est quelqu'un de l'équipe de Piranha? Ah putain, il se refile les tâches. Non, je plaisante bien sûr, mais bon. Donc il y a quand même un truc intéressant dans ces deux magazines vice versa d'Awak, c'est qu'il y a quand même des superbes photos qui montrent avant et après, une fois qu'il y a des experts de peinture de citadelle miniature pour montrer leur boulot. Et elles sont assez chouettes, hein, ces figurines, une fois peintes. Le studio de peinture, il s'appelle Heavy Metal, tu vois, comme quoi t'avais raison. Ouais, bah c'est impressionnant, et en plus, c'est marrant parce qu'ils ont pris le capitaine en combinaison corps à corps, tu vois, le fameux combo. Et en fin de compte, quand elle est peinte, tu te rends compte que la figurine en plastique est très détaillée, parce qu'il y a des motifs, genre sur les genouillères ou sur les polières qui sont déjà dans la figurine, quoi. Donc en fait, les peindre, ça révèle vraiment tous les détails, quoi. Ouais, c'est pas des autocollants, quoi, ou des stickers à l'eau, là, comment ça s'appelle déjà, ça? J'ai oublié. Ou des transparents, on appelait ça, nous. Et oui, il y a une espèce de poitrail sur sa poitrine, une espèce de stylisé avec des ailes, je pense que c'est un bout d'angel, bah les ailes, elles sont vraiment là, quoi. Non, c'est du bon boulot pour essayer de figurines en plastique pour l'époque. Bon, c'est sûr, la peint par les studios Games Workshop, forcément, la figurine est tue. Bon, il y a très peu de personnes qui arrivaient à faire ce rendu-là à l'époque, surtout que, bon, pour être un fan de Games Workshop pour peindre comme ça, là, tu sors de Space Crusade, oui, je pense que t'as un truc, il ressemble pas à ça. Bon, bref, mais c'est marrant, ouais, mais c'est vrai que ça donne envie, forcément, ça donne grave envie. Après, la petite faute, ils ont interverti les trucs, bon, ouais, ça fait pas très sérieux, quoi. Il y a un truc qui me plaît, Fred, dans ces photos, et ça, c'est de la nostalgie, en fait, c'est que c'est l'ancien modèle des Space Marines. Alors, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, je crois que vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas très bien l'univers de Warhammer 40 000, ces figurines, c'est le côté rétro. En fait, les anciennes figurines, les Space Marines, ils avaient des poses un peu stokos. Ils étaient jambes écartées, avec leurs bras vers l'avant, qui tenaient leurs armes, un petit peu comme s'ils étaient prêts à la bataille. Aujourd'hui, maintenant, si vous allez dans un Games Workshop ou vous allez en ligne, regardez les Space Marines, il y a des poses d'action. Ils sont en train de lancer des grenades, ils sont en train d'esquiver, ils sont en train de courir. Il y a quelque chose de moins... j'allais dire cette expression et je la dis trop souvent, mais balai dans le cul. Il y a un côté moins coincé du cul, tu vois, moins je suis un balèze, tu vois, quelque chose comme ça. Il y a plus ce côté réaliste, en fait. Mais j'aime bien ce côté rétro, moi. J'aime bien les anciens bazookas des Space Marines, c'était des trucs qui se mettaient sur les épaules avec des petits coussinets pour adoucir. Ouais. Donc c'était sympa. Bah Fred, voilà, ça complète un petit peu, hein, comme on l'a dit, voilà, les jeux de plateau, ce qui existe. Et si justement on discutait du magnifique, du splendide merchandising, c'est toujours un délire de parler de ça. Bah ouais, c'est toujours intéressant, puis ça montre que s'il y a du merchandising, c'est que le produit marche, donc là c'est le cas. Du fait de la notoriété du titre, il y a quelques objets qui sont tirés de l'univers de Space Crusade qui sortiront. Et en fait, comme il reste cherché par les collectionneurs, donc sachant qu'il n'y en a pas eu énormément, et le truc de base qui fait plaisir à toute la famille, ce sont les fameux puzzles. Ils ont repris les couvertures de la boîte de base et celle de la première extension avec le Dreadnought et les androïdes sur ce fond rouge. Donc ce sont des puzzles de 300 pièces quand même. Et donc le problème c'est que c'est tellement rare entre guillemets que là c'est encore plus cher que ça. Attends, mais c'est quand même fou parce que les puzzles sont plus chers que l'extension. C'est complètement... bon, c'est quoi, c'est à 100 € quoi.
Ah non, elles sont à 399 €. Le 400 balles 400 balles le puzzle, donc il vaut plus cher que le jeu lui-même. Va comprendre, Charles, comme on dit. Et oui, bon après c'est peut-être un truc abusif là. C'est voilà, on peut sûrement le trouver pour moins cher. Et sinon un truc qui est très très aussi années 90, c'est les fameux pins. Je sais pas de quoi tu parles, moi je parle toujours des pins aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est vrai que t'es resté très dans les années 90. Et donc il y avait un pins donc avec la silhouette du capitaine de la boîte, avec on voit juste sa silhouette, donc le pins c'est un peu ses épaules, sa tête, espèce de creuse en dessous. C'est assez dynamique. Il aurait pu colorer le tir de Voltaire quand même, ça fait du coup on sait pas trop ce qui sort de son arme. Je chipote. Et on avait aussi droit à un petit badge tout rond. Et avec un gros bolt écrit dessus. Ouais, c'est Space Crusade et derrière c'est les Blood Angels. Donc c'est ça, donc ça a été un engouement mondial mais plutôt passager, les pins. Et donc forcément ils ont emboîté le pas, ils ont sorti ça à l'époque. Et en fait le badge c'était un goodies qui était offert dans les jeux vidéo des premières éditions, qu'il y a eu aussi des jeux vidéo Space Crusade. Oh Space Crusade, bah ouais, le fameux jeu vidéo. Les jeux vidéo. Alors Fred, les jeux vidéo de Space Crusade. Alors le jeu est sorti en 92 sur PC, Amstrad CPC, Atari ST et la Commodore 64. Alors les standards de l'époque bien sûr, hein, pas de sortie console. C'est une licence éditée par Gremlin Graphics Software, qui est le même éditeur pour les jeux HeroQuest, les jeux vidéo. Le jeu aura même bénéficié des 3 supports de l'époque, c'était disquette, CD-ROM et cassette uniquement pour l'Amstrad bien sûr. Alors on peut y jouer seul ou jusqu'à 4 personnes, ce qui est assez cool. Alors le jeu avait il reprenait en version digitale bien sûr la magnifique couverture illustrée. Il était je crois que ça s'appelle en isométrique, donc 3D ISO. 3D ISO, voilà. Et puis, on pouvait choisir bien sûr son corps, les Blood Angels, les Imperial Fist, les Ultramarines. On customisait ses personnages, un peu comme jeu de plateau, et puis voilà, on était lancé dedans. Évidemment, c'est le jeu sur support CD-ROM qui bénéficiera bien sûr des plus beaux graphismes. Le jeu a une très bonne réputation et beaucoup de joueurs y jouent encore en émulation, ce que je trouve incroyable. On y retrouve les personnages du jeu de plateau ainsi que les 12 missions inédites, hein, totalement différentes du jeu de société. Donc ça c'est cool. Et concernant les défauts, il y en a très peu, hein, beaucoup regrettant en fait des très mauvaises ambiances sonores et une animation qui était pas terrible. Ah, voilà, hein, je dirais, on peut pas tout avoir, mais c'est déjà pas mal. Alors sauf un truc Fred, devant ce succès justement du jeu, l'éditeur Gremlin sortira une nouvelle version avec des missions supplémentaires et 4 améliorations. On pourrait y jouer en vue de dessus ou en vue 3D isométrique, ce qui est assez cool. Et cette version se fera appeler Space Crusade The Voyage Beyond, le voyage au-delà. Et c'est marrant parce que différentes versions de Space Crusade auront des menus graphiques bien différents. Comme on a dit, la version CD, c'est celle qui sera le plus beau. Mais par contre, si vous avez la version cassette Amstrad, attention, 4 couleurs point barre, hein, du jaune, du blanc, du rouge et du bleu. Hein. Ça a toujours été comme ça. Tu me faisais toujours baiser quand t'avais l'Amstrad. Voilà, c'était chouette, quoi. Et Fred, on en a parlé au début de l'émission. Et ben, on risque d'en parler un peu plus maintenant si on parle justement c'est pas des extensions, mais c'est des autres versions de Space Crusade qui existent. Si tu nous parles justement du Advance Space Crusade, comme ce qu'ils ont fait exactement pour Advance HeroQuest. Oui, donc là, vous avez compris, en fait, c'est Games Workshop qui récupère son bébé en mettant sa sauce maison, qui est des règles plus complexes. Donc forcément, ça devient moins grand public et MB ne suit pas. Donc, Games Workshop sort ça tout seul. Là, ils font une couverture qui est assez intéressante, c'est que pour faire un peu le topo, puis c'est un peu des détails, mais en fait, c'est plus des Space Marines qu'on a en face, c'est des scouts. Et les scouts, c'est un peu des apprentis Space Marines. Donc déjà, on a des héros entre guillemets moins forts, et en face là, c'est même plus des Gene Stealers qu'on disait qu'ils sont des espèces de créatures hybrides. Là, vous avez carrément des tyrannides. Et tyrannides, c'est un peu une race extraterrestre créée par Games Workshop. Et en fait, ils ressemblent un peu à un essaim. Comme si c'est un essaim qui est avec des créatures immenses, qui a juste une envie, c'est tout bouffer. Et en fait, qui a aucune logique ni qui sont tellement différents de tout ce qui existe, qui sont assez impressionnants. Et donc la couverture met un prince tyrannide, un guerrier tyrannide qui accompagne les Stealers. Ils ont des armes biomorphes. C'est des symbioses de plusieurs créatures. C'est totalement chelou. Et en fait, moi, je la trouve. En plus, la couverture est beaucoup plus sombre. On a l'impression que dans un vaisseau alien pour le coup.
et la couverture pète. Et comme vous disiez, donc c'est plus complexe. Donc en fait, en France, ça n'a pas été distribué et ça a été juste distribué en import pour les connaisseurs dans les magasins spécialisés. Donc, faut savoir que lui aussi, donc comme ça commence à être ancien et donc comme c'est un jeu connu, sa cote est encore assez élevée, aux alentours de 100 €, comme vous disiez, dans un état plus que moyen. Donc voilà, c'est un peu comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ce jeu-là, forcément, a connu moins de succès que Space Crusade. Et par contre, là-dedans, ils ont bien joué, comme ça venait Games Workshop. Ils ont fait appel à qui? Celui qu'on nomme toujours dans le podcast. De John Blanche. Bah oui, John Blanche qui collabore à l'univers du jeu, et aussi donc il y a Jeremy Johnson que moi je connais beaucoup, qui faisait toutes les règles de l'époque, des règles des jeux, des codex, il faisait des codex orc et tout ça, c'était mon pote. Et donc lui, c'est aussi celui qui avait créé, souvenez-vous, Advanced Hero Quest. Donc là, il a fait Advanced Space Crusade. Et donc lui aussi connaît très bien les jeux de société et c'est une des têtes de Games Workshop à l'époque. Et il a aussi travaillé sur Talisman. Donc voilà, donc la petite différence, c'est que là, dans ce Advanced Space Crusade, donc, le jeu ne se joue qu'à deux. Il y a un joueur qui incarne l'espace marine et l'autre les Tyranides Warriors, les guerriers Tyranides. Et en fin de compte, en fait, là, c'est vraiment un niveau d'exploration du vaisseau qui est beaucoup plus complexe. Et les extraterrestres sont vraiment très très méchants, donc c'est pas une mince affaire. Et c'est vrai qu'il y a encore plus de figurines, de meilleure qualité, et plus d'éléments de décor que dans Space Crusade. Mais comme vous le disiez, c'est un peu plus élitiste, un peu plus, on va dire un peu moins pour des gamins, un peu plus pour des ados. Et donc, ce qui était sympa, c'est qu'ils ont fait des jetons et des couleurs complètement psychées, quoi. Donc c'était le jeu, et rien que visuellement, il est sympa, quoi. En plus, il est en 3D. Franchement, les jetons, ils sont incroyables. Hein. On dirait qu'on a bouffé des champis, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu psychédélique. Et donc, il y a quand même une réputation donc, de jeu difficile. Donc, savoir qu'en fait, le livre des règles fait déjà 60 pages pour un jeu de société, c'est assez massive. Et franchement, je pense que par contre, tactiquement, stratégiquement, et puis si t'es encore en état avec les pions, c'est sûr que toi, tu peux t'éclater pendant des heures dessus. Et encore une fois, donc, ce sont les citadelles miniatures qui ont fait les figurines. Alors moi, franchement, les scouts, là, en les voyant, je suis pratiquement sûr qu'il y a un de mes potes qui les a recyclés pour faire son Warhammer 40 000, parce que je les connais. Le mec avec son... Ouais, je les connais, je les ai vus des années, ces figurines-là. Donc, par contre, c'est bizarre, parce que moi, j'ai jamais joué, donc je sais pas où ils les avaient récupérés. Donc, mystère et boule de gomme, comme on dit. Et donc, voilà, donc il y aura même un coffret appelé Terminator and Tyrannid avec 36 figurines pour Advanced Space Crusade. Et donc en fait là on se fait bien voir, parce que comme vous disiez chez Games Workshop ils peignent les figurines, donc forcément sur la boîte toutes les figurines étaient peintes, et quand on ouvrait la boîte c'était pas peinte. Donc non. Bon, ça oui, bon, ceux qui connaissent Games Workshop ils s'en doutaient, mais c'est vrai que pour un nouveau client c'est ça. Donc t'avais une super boîte avec des Terminators balèzes, avec des créatures tyrannides monstrueuses et des super couleurs violettes, et en fin de compte tu ouvres la boîte, tu fais merde, moi qui dois faire tout ça. Fred, je vais te parler d'une édition qui est un peu connue et qui est assez intéressante. Est-ce que tu as entendu parler de Boob's Quest? Non, mais Fabien, je sais pas, il a déniché ce truc-là, putain. Alors en 2017, il y a un éditeur anglais du nom de Prodos qui annonce sortir en mai 2018 une nouvelle version de Space Crusade et qui se fera appeler Space Crusade Corsair Adult version. Donc Corsair version adulte. Alors pourquoi une version adulte de Space Crusade? What the fuck? C'est en fait que tous les personnages sont quasiment des femmes. Elles ont des mensurations assez apparentes. Les poitrines sont toutes à découverte. Le jeu n'est même pas encore sorti, justement, qu'il affiche une réputation assez négative auprès des joueurs. Apparemment, ça n'a pas plu qu'on prenne un jeu aussi important, aussi sérieux, que ça devienne un truc un peu kitsch, ou bref, ce qu'ils ont essayé de faire avec. Et voilà, comme je disais, ce jeu a reçu justement son surnom de Boob's Crusade sur le web, et puis en discussion partout. Alors, pour vous expliquer un peu plus, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu de plateau? Alors, les personnages, comme on a dit, il y a grosse poitrine et tout, les nanas avec des bolters, des strings, même les mutantes, elles sont à moitié dans des armures, on voit tout. La vue de dos ne sera non plus négligée, Fred, car on pourra même y voir les personnages en string. Voilà, les ennemis se feront appeler des démonettes. On y retrouve donc des figurines détaillées avec des armures imposant au niveau du corps, sauf au niveau des seins. On dirait un Dead or Alive, version bikini, là, tu sais. Là. Ah oui, beach volleyball splash, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est les trucs controversiaux, là. Donc voilà, attirer une clientèle de joueurs amateurs de guerriers en petite tenue était une bonne idée. Voilà, donc en tout cas, ça ne plaira pas à Hasbro,
qui était anciennement En plus, MB. Hein. sachant que là aussi, pour la pub, les figurines sont peintes, donc mises en valeur, mais bon, quand on vous le set, elles sont pas peintes. Donc, Ah bah non, elles sont en résine toute blanche, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Anciennement Hasbro, anciennement MB, comme je disais, voilà, Games Workshop, qui réagiront d'ailleurs assez vite au vu de l'emballement sur les forums et les réseaux sociaux, et empêcheront la commercialisation du jeu. Alors, devant le procès qui s'annonce, Pro2 a voulu changer le nom en rajoutant juste 2 lettres à la fin. Space Crusade deviendra donc Space Crusaders, et en justifiant que leur version ne serait pas la même que du jeu original, de MB et de Games Workshop. Donc, malgré des précommandes sur les sites spécialisés, voilà, ce jeu adulte ne sortira jamais. Il a reçu le marteau de guerre de Games Workshop et MB. Alors Fred, avec tout ce qui se passe, si on parlait un petit peu de la concurrence, qu'est-ce qu'elle fout ? Oui, c'est pas vraiment de la concurrence, mais disons que Games Workshop a essayé d'exploiter un peu ce filon là de claustrophobie dans l'espace avec des créatures extraterrestres. Donc ils sont sortis Tyrannid Attack, qui étaient donc apparus, les créatures qui étaient apparues dans Advanced Space Crusade. Donc comme on vous dit, les Tyrannides, c'est vraiment des ennemis très impressionnants. Donc là, en fait, un Tyrannide de base, il fait 2 fois la taille d'un Space Marine en armure Terminator. Donc voilà, ils ont 4 bras, ils ont c'est des ennemis impressionnants. Ils nous ont essayé de faire ce jeu-là avec un plateau encore très psychédélique qui ressemble pas mal au pion qu'on avait vu aussi pour Advanced Space Crusade. Et là, le problème, c'est qu'en fin de compte, je pense qu'ils ont un peu manqué leur cible parce que le jeu est sorti en 92 et là, pour tester leurs règles et le jeu, ils l'ont sorti aux USA, pardon. Et là, excuse-moi, aux USA ? Oui, aux USA. Aux USA. Et donc là-bas, ça ne marchera pas du tout. Et donc avec ce bid outre-Atlantique, du coup, ils n'ont jamais pris le risque de sortir en Europe. Et c'est vrai que ils avaient misé beaucoup sur ce jeu, les Games Workshop, qu'ils avaient ils avaient embauché les illustrateurs de Space Hulk, qui est une référence dont on vous parle souvent, c'est pas sans raison. Et c'est vrai que, donc, on le disait, ça ressemble beaucoup à Advanced Space Crusade, parce qu'il y a le même genre de décor, le plateau psychédélique. Et voilà, en fait, il semblerait que ce jeu-là était plus commercial que vraiment bien fait, et donc ce qui expliquerait son bid. Puis bon, là, c'est un peu plus la concurrence. Tyrannid Attack, en effet, c'est Games Workshop. Mais si tu nous parles un petit peu de Claustrophobia. Oui, alors là, oui, c'est vraiment la concurrence. C'est sorti beaucoup plus tard, beaucoup plus proche de nous, entre guillemets, qui est 2009. Donc c'est Asmodée. Asmodée, qui est une boîte d'édition qui est assez connue, qui fait pas mal de jeux de rôle à l'époque. Je sais plus si c'est encore le cas. Et là, en fait, eux, ils se changent d'univers. C'est plus dans la SF, c'est dans une grotte. Mais le principe est exactement le même. Il y a une équipe, le joueur incarne une équipe de guerriers. Et l'autre joueur incarne les démons. Donc il y a une multitude de pions, des multitudes de figurines qui ne sont pas en couleur unie, et 6 scénarios. Et en fait, ça sera un beau succès en Europe, et c'est un jeu qui a connu quand même deux extensions. Par contre, moi je ne le connaissais pas du tout. Donc ça, c'est Fabien qui nous l'a déniché. Et c'est vrai que donc la couverture fait très médiéval fantastique. C'est quoi ? C'est un nain avec un marteau qui... Non, c'est pas un nain. On dirait qu'il va combattre c'est un clair, un clair chauve qui va taper un Minotaur. Ouais, un cléric qui est en train d'avancer vers un Space Minotaur, un Space cléric en train d'avancer vers un Space Minotaur. Putain, là, ça fait vraiment concurrence, quoi. C'est que plus Heroic Fantasy ou médiéval fantasy qu'un Minotaur, quoi. Et on vous disait, en fait, oui, donc ce qui fait plus penser à Space Crusade, sinon, c'est Space Hulk, qui est en fait le grand frère, ce qui est sorti avant. Donc en fait, on pourrait dire que Space Crusade, c'est un clone de Space Hulk pour le grand public. Et là, c'est carrément plus des marines qu'on a, c'est des Terminators. Donc pour ceux qui connaissent pas, les Terminators, c'est un peu comme si en fait le marine, c'est un humain avec une armure, comme on dit un humain boosté. Et en fait, l'armure Terminator, c'est une espèce d'armure de combat qui est encore plus impressionnant avec des armes encore plus massives. Et là, donc, ils sont vraiment dans les couloirs. Des étroits couloirs, et là il y a trois Space Marine Blue Angel en armure Terminator qui sortent d'un boyau, et là il y a une nuée de G-Sir qui sont sur eux, et ça tire dessus au fulgurant. Donc fulgurant, c'est 2 bolters ensemble, ça fait bien mal. Et donc voilà, donc c'est Space Hulk, la référence, donc sorti en 89, un des grands classiques de Games Workshop, et qui a très bien marché, parce que moi en fin de compte je me demande si j'ai pas joué plus à Space Hulk qu'à Space Crusade. C'est parce que c'est vrai que les règles étaient plus complexes, plus sympas, les plateaux étaient vraiment modulables. Bon, c'est vrai que c'était souvent des longs couloirs. Par contre, Space Hulk, il y en a eu un paquet d'éditions, d'extensions. Et en fait, c'est vrai que Space Hulk, Space Crusade, il y a un côté
il y a plus d'ennemis différents, mais Space Hulk, c'est vraiment que les Instillers, ces fameuses créatures qui ressemblent un peu à l'Alien, et c'est vrai que Space Hulk, c'est apparenté à Alien. Donc tout ça est lié. C'est vrai que c'est un jeu qui vous donne l'impression d'être dans le film Alien, ce qui est assez génial. Et c'est vrai que bon, c'est un jeu bien chiadé et puis bien difficile, parce que quand tu réussissais une mission de Space Hulk, t'étais content. Hein. Et souvent, en plus, si tu revenais avec tous tes mecs... C'était super dur. Tous tes mecs indemnes, là, c'était carrément... c'était la fête. Parce que les Genestealers, ils sont rapides, donc en lancer D, c'est des D6, il fallait vraiment faire des scores incroyables pour pouvoir les toucher. Hein. Surtout qu'ils sont pratiquement imbattables au corps à corps. On ne sait plus des règles directement, mais bon, en fait, oui, dès que t'arrives au corps à corps, c'était plus ou moins la fin. Fallait avoir un cul de monstre, sinon, ou un mec qui t'aide. Bon, tout ça, c'était très, très stratégique, très oppressant, et c'est vrai que moi, en fin de compte, Space Crusade, j'ai joué très tôt, après Warhammer et après HeroQuest. Et Space Hulk, je me souviens qu'on y a joué plus longtemps, et je sais pas, du genre de 16 ans à 22 ans, peut-être, ou 20 ans. Et c'était assez sympa, ouais. C'était un autre niveau, quoi. Space Hulk, mec, j'ai appris à jouer en démo à Paris, au Games Workshop. Ah oui, super. Donc, ouais, à l'ancienne, vraiment sympa. Bon, j'imagine ça se fait toujours, mais il y avait une démo de Space Hulk, c'était la nouvelle version, la mise à jour. Et le mec, il m'avait demandé si je voulais démo. Je suis bah vas-y, ouais. Je connaissais pas trop, je connaissais que du boîtier avec ses superbes illustrations. Et j'ai été vendu tout de suite. J'ai économisé. J'ai jamais pu m'acheter une version. C'était vraiment trop cher. Mais j'avais un pote qui l'avait. Et donc on jouait à Space Hulk très 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 souvent. Et je t'admets que ça me manque cette ambiance amusante. Mais Fred, si tu veux te faire du Space Hulk, bah il y a des jeux vidéo Space Hulk. Il y en a même 3 aujourd'hui. Il y a Space Hulk je ne sais pas quoi, et Space Hulk Tactics. Et le Tactics, en fait, tous les 3, de toute façon, ils sont 100% l'adaptation du jeu de plateau, mais en 3D, avec des vues subjectives, des caméras 3D et tout, des caméras action, mise en scène, quand les Genestealers sortent, où ils attaquent les Marines, il y a des petites scènes cinématiques, c'est assez cool, quoi. Donc le Space Hulk Tactics, voilà, ceux qui veulent jouer à Space Hulk ou découvrir peut-être ce qu'aurait été une mise à jour de Space Crusade en jeu vidéo, je vous le conseille. Je sais qu'il est sur console et PC. Space Hulk Tactics, mais il défonce, quoi. Tu gagnes des XP, tu peux débloquer même les Space Wolves. Ah oui, sympa ça. C'est chouette, c'est vraiment sympa Space Hulk. Moi, je vous le conseille fortement pour ceux qui cherchent à trouver cette ambiance de jeu de plateau. C'est amusant, quoi. Fred, d'ailleurs, je t'en proposais un. Quand tu passeras, on se le fera sur la PlayStation. Ah oui, ça pourrait être sympa, c'était vraiment sympa l'ambiance de Space Hulk. Et puis bon, l'univers Warhammer 40 000 et Terminator, c'est sympa aussi. Un gros coup de vente énergétique, là. Ah ouais, le Power Glove. Je crois que les auditeurs, ils savent qu'on est des gros fans de Space Hulk. Fred, si je te parlais d'un dernier jeu de plateau, qu'est-ce que t'en dis ? On retourne chez MB ? Ouais, vous avez bien trouvé une petite perle. Ceux d'entre vous qui s'en souviennent, franchement, bravo, parce que moi j'étais passé à côté et ça a l'air plutôt sympa. Qu'est-ce que c'est ? Ah, Invasion Omega, voilà, un petit jeu vintage très SF, sorti de MB sans Game Workshop. Alors c'est sorti en 93 et pour l'époque c'était très novateur car on jouait contre un virus informatique qui a pris le contrôle du vaisseau spatial et il fallait jouer contre un boîtier électronique parlant. Donc voilà, c'était assez cool, quoi. Il fallait déplacer les figurines et empêcher que le virus se propage. Et on pouvait placer différentes armes sur les figurines. Donc on retrouvait ce côté un petit peu de Space Crusade. On déplaçait sur le plateau bien volumineux. C'était un énorme jeu de plateau. Et au milieu, voilà, il y avait donc ce plateau électronique où on appuyait sur des boutons et ça nous parlait. Et c'était assez innovateur, c'était assez chouette, quoi. Alors ce jeu il n'est pas devenu un classique des éditions MB, mais il n'en reste pas moins un objet de collection, donc je sais que c'est environ entre les 80 à 120 € sur le web, mais voilà, c'est un jeu de plateau assez rétro, assez fun, avec un jeu qui se plie sur lui-même. Fred, comme quoi l'arène se plie pour créer du volume, comme quoi on peut passer en hauteur dessus. Comme les livres que t'aimes bien, là, comment ça s'appelle, les livres où tu ouvres et tu tires des languettes, ça fait des décors ils s'ouvrent, ça s'anime. Ah, les pop-up books. Ouais, ça me fait penser à ça presque. Les pop-up books, quoi. Après, si vous êtes des oufs, franchement, si vous avez les règles de Space Crusade et vous avez les cartes, moi, Fred, c'est quoi ? Voilà ce que je propose. Vas-y, chope une version d'occasion où il manque des pièces, mais il y a toutes les cartes. Va te chercher des Lego et reconstruis le jeu. Tu m'as déjà vu avec des Lego dans la main, je suis laisse tomber. Bah tu vas voir, avec moi on va se faire un Space Crusade Lego, quoi. Voilà, écoutez les aventuriers, on arrive à la conclusion de ce podcast, pop culture Space Crusade. Alors voilà, ça aura marqué son époque, il ne tombera pas dans l'oubli puisque tous ceux qui ont joué apprécient toujours autant ce jeu, comme t'as dit Fred, tu l'as
même très bien dit tout à l'heure, c'est culte. Il y a même des gens aujourd'hui qui l'ont toujours et qui jouent encore. Hein. C'est un classique, quoi. Ça ressort. Ça... Je suis sûr que c'est un truc qui sort dès que les salons réouvrent. Hein. Et quelqu'un qui ramène ça pour jouer en groupe, tout le monde se rue dessus, quoi. On est curieux, on a envie de savoir ce qui se passe. Ça rappelle des souvenirs, ça amène de nouvelles personnes à découvrir le jeu. Donc c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc voilà, comme les deux autres jeux de MB, hein, Games Workshop seraient HeroQuest et Le Seigneur de Guerre. Voilà, c'est toujours une histoire d'argent, une histoire de droit d'auteur. On n'en saura rien, sauf pour Hasbro Labs. Voilà, c'est ça, Fred. Hasbro Labs. Donc peut-être, comme il y a eu la version mise à jour là qui est sortie du HeroQuest, franchement, j'espère bien qu'on verra la même chose pour Space Crusade. Parce que moi, je t'avoue, je serais plus là, c'est plutôt un Space Crusade que j'ai envie de faire qu'un HeroQuest. Pour le coup. Ah bah écoute, tu feras un HeroQuest avant Space Crusade, ok? Ah oui, c'est vrai que t'as... oui, c'est vrai. Bah oui, mais c'est bien, comme ça je pourrais jouer mon nain. Ouais, ça serait sympa. Et si tu veux, si on se fait à Space Crusade, tu remplaces tes Genie Stealers par des orques. Ah. Fred, est-ce que t'as une histoire à raconter de Space Crusade? Bah non, je te dis, ce qui était vraiment sympa, c'est quand tu récupérais la tarentule, en fait, avec la première extension, le jeu changeait vraiment, quoi. Ça, je m'en souviens que c'était assez flagrant, parce qu'au début, on était vraiment victime, c'était assez difficile. Et en fait, dès que ces armes-là, elles arrivent, c'est qu'il y a tout des possibilités tactiques, et puis bon, on était un peu plus aguerris, et là, on avait vraiment commencé à s'éclater. Et c'est tout con après, mais, ces petits pions de couleur, ça fait toujours plaisir, tu vois, puis t'as plusieurs mecs, alors bon, à chaque fois que t'as un qui meurt, non, mais c'était assez bien fait, et je me souviens que ces fameux Dreadnoughts, ces créatures, ces espèces d'androïdes sous forme de squelettes, avec une pose très bizarre, les figurines, les orques menaçants, non, c'était vraiment bien shadé, et c'est un peu, comme on dit, HeroQuest, c'est la porte à l'imaginaire et à tout ce qui est jeu de rôle et tout ça. Bah, Space Crusade, c'est un peu la même chose. C'était la porte au wargame, au jeu de plateau et à tout l'univers de Warhammer 40 000, quoi. Donc je pense que oui, c'était un cheminement logique et qui était vraiment bien fait. Et pour le coup, c'est vrai que ça change du Monopoly ou de Destin ou La Bonne Paye, qui sont des jeux complètement, en fait, sur réfléchi, qui sont complètement concons et qui, en plus, les valeurs sont complètement débiles. Bon, là, c'est des jeux guerriers, mais au moins, t'avais de la stratégie, t'avais de l'équipe, t'apprenais la mort. C'est comme des trucs plus importants que savoir qu'il y a des promos chez Zara dans ton jeu de merde, là. Pardon. Écoute, moi je peux te partager une expérience. C'est pas, comme je t'ai dit, j'ai pas trop joué à Space Crusade, juste un petit peu. Mais ce que je me souviens, c'est de passer un très bon moment. À l'époque, j'avais aussi Dark World, donc l'un des jeux de plateau du monde de l'œil noir. Et ce que je me souviens, c'était ce côté du jeu de, comment dire, le plateau de Space Crusade était assez large avec les portes, les Space Marines. Donc il y avait une superbe ambiance en soirée. C'était toujours assez chouette de jouer tous ensemble. Et puis voilà, d'être plusieurs joueurs autour d'une table. Ça le fait toujours, et puis même adulte, Fred, voilà, ça me rebalance toujours de le refaire, quoi. Donc c'est à se faire, hein, ça reviendra. Mais j'ai un souvenir que je peux partager, c'est pas tout à fait Space Crusade, mais c'est Space Hulk. Space Hulk, en fait, on joue à une partie. Alors Space Hulk, c'est le jeu plateau est assez spécifique, c'est pas comme Space Crusade, c'est pas un truc qu'on pose au sol rectangulaire, isométrique, c'est des couloirs, ouais. Donc on était en train de jouer, et puis il y a un ami qui est en train de bouger ses Genie Stealers, et il s'est pas attendu, il a éternué, et tu sais, c'est ces éternuements qui n'ont pas j'allais dire de teaser, de trailer, tu sais, ils sortent d'un coup, quoi. C'est juste, et ça, il a retourné tous ses pions. Bah, il a tout foutu en l'air, et il s'est dit merde. Je lui ai dit, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, attends, ça me donne une idée. Ok, mec, suis-moi. Le Space Hulk vient de se péter. Ok? On remet un petit peu tout ensemble, et je lui ai dit, là où il y a des trous, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je fais, en fait, c'est zéro gravité. Donc, en fait, il faut passer un tour complet pour aller d'une pièce à l'autre. Donc, c'est juste que tu flottes. Ça veut dire on duplique les règles de difficulté pour les Genie Stealers pour attaquer, mais on augmente la possibilité de tir des Space Marines. Donc c'était plus facile aux Space Marines de tirer au 0G, et bien sûr c'est plus dur aux Genie Stealers de t'attraper. Donc c'était un avantage pour moi, et il me disait, mais qu'est-ce que ça me donne comme avantage, moi? Je sais, en gros, tu peux créer plusieurs Genie Stealers, tu peux dupliquer ton nombre de Genie Stealers. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait défoncer, quoi. Ah oui, finalement, si tu doubles le nombre de Genie, c'est mort. Hein. Putain. Mon idée, elle a pas trop marché. J'ai perdu, je crois, mon commandant. Non, t'as une unité qui a un canon Vulcan super lourd, là, le canon qui nettoie les couloirs.
ou un lance-flamme au choix. Mais ouais. Mais je sais que c'était assez dur, quoi. Donc ouais, bref. Et puis Fred, je suis sûr qu'il y a un de nos auditeurs, un certain Metal Slugger, qui a sûrement... allez, tu sais quoi ? J'ai pas sa photo de son placard devant nous. Metal Slugger, merde, tu me dégoûtes. Enfin, c'est pas que tu me dégoûtes, tu me rends jaloux. Tu me rends jaloux. Tu sais quoi, je te parie qu'il a Space Hulk, Space Crusade, Advance Space Crusade, les deux extensions. Et il a même les extensions Games Workshop qui sont jamais sorties. Je sais pas comment il a fait. Oh putain. T'imagines, il nous montre ça. Oh, ce serait génial. Écoute, génial quand même. Ah, je suis d'ailleurs, attends, ça me fait penser à un truc, j'en ai jamais parlé là, mais quand j'avais feuilleté les Piranhas chez Fabien, il y a un truc qui m'a interloqué, c'est qu'en fait, il y a, tu sais, dans les défis fantastiques, tout ça, il y a la cartouche spéciale en bas, tu sais, Destin, la quête du Graal, tout ça. Et en fait, il y avait un logo pour un nouveau truc de bouquin, et en fait, ils sont jamais sortis ces bouquins-là. Il y avait un logo qui était prévu pour une nouvelle série de bouquins. Ouais, et je m'en souviens plus ce que c'était le logo, mais je fais, mais attends, mais ce logo-là, il est jamais sorti. Il me fait non. Et donc, il faisait de la pub pour un truc qui est jamais sorti. Ça m'a toujours intrigué, en fait. Je sais pas ce que était prévu. Attends, faudrait que je retrouve le numéro de Piranha où t'as la pub. Mais ça, je crois que c'est dans les 2 premiers, hein, parce que moi, je crois que j'ai feuilleté les 2-3 premiers, et je crois que j'ai vu ça dans un des. Alors, je sais pas lesquels t'as, toi, exactement, en entier. Mais, ce serait intéressant de voir ça, ouais. Écoute, je referme le placard de Metal Slugger, là, avant que je passe à un jet stealth. Bah voilà, les auditeurs, on arrive vers la fin du podcast. Fred, on se retrouve en novembre. On va se retrouver en novembre pour un nouveau Piranha jeu de rôle que toi, tu vas masteriser. Oui, puis on va pas trop changer d'univers, parce que ça va être un jeu de rôle sur la science-fiction, et qui a l'air assez sympa, et qui sera... si avec un peu de chance, on pourra avoir notre poteau de jeu de rôle Ludo qui sera là, donc ce sera vraiment une bonne nouvelle, et ouais, on va essayer de faire ça, ça va être sympa. Ludo qu'on n'a pas revu depuis... JDR Défi Fantastique, première partie. D'ailleurs, elle est où la deuxième partie de ce JDR? Je sais pas, moi, je sais pas comment tu t'es débrouillé, mec. Tu t'es même pas encore. Voilà. Écoutez les auditeurs, c'était chouette de parler de Space Crusade avec vous, hein, Fred, on s'amuse bien. Et on voulait aussi vous dire qu'on a un Instagram, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On poste juste nos couvertures, et on est en train de rattraper un peu le retard du temps, comme on est en train de faire avec YouTube. Hein. YouTube d'ailleurs, là on avance, hein, on a posté la vidéo HeroQuest, hein, donc ça avance. Ah oui, c'est proche maintenant, c'est vrai. Plus trop de retard. Ouais, ça y est, on rattrape le retard. Donc sur Instagram, j'en poste 2 à 3 par semaine. Et voilà, on va rattraper. Et puis au bout d'un moment, on postera à l'avance les images, de toute façon, comme on fait sur Facebook. Donc voilà, quoi. Ça nous fait plaisir de partager tout cela avec vous. Et Fred, écoute, je te dis à très bientôt pour un Piranha. Et puis après cela, on va attaquer... je crois que pour Noël, on est en train de s'amuser à faire le cadeau parfait, non? Comme podcast. Ah oui, pour les aficionados, il semblerait que ça soit le livre ultime, le livre parfait, ou celui par lequel ils ont commencé. Et donc oui, un gros morceau, le labyrinthe. Tu me fais un roulement de tambour? Non, c'est plutôt le canon d'assaut, là. Tada! Le labyrinthe de la mort. Et voilà, les aventuriers. Je crois qu'il est tellement massif, notre dossier, parce que on va causer, non, bien sûr, du livre Défi Fantastique, mais on va vous parler aussi de l'envers du décor, du merchandising, des jeux vidéo, de la nouvelle version qui existe, Fred. Il y a une version avec un acteur qui nous parle dans un fauteuil, et un jeu vidéo, livre-jeu interactif avec narrateur. Mais excellent, quoi, vraiment super. C'est une très, très bonne idée, ouais, super. Ouais, un peu comme, tu sais, c'est le présentateur, ça fait très anthologie, comme les contes de la crypte ou autre. Comme j'espère qu'il n'a pas la même gueule que la goule, hein. Non, il est assez cool. J'ai oublié qui c'est l'acteur. Ah, je voulais parler d'une dernière chose, comme on est tous fans des livres dont vous êtes le héros. Pour les anglophones, si vous avez Audible, c'est ça en France, non? Audible? Oui, Audible. Ouais. Si vous avez Audible, en fait, il existe en version, ça s'appelle un radio theater, donc radio-théâtre. C'est ça en français aussi? Je sais plus non, en fait, c'est quoi? C'est une pièce ou c'est un roman lu? C'est quoi le principe? Ou non, en fait, c'est une pièce. C'est une pièce de théâtre, mais en audio, donc c'est fait pour l'audio. Donc il y a des bruitages, des mises en scène, des acteurs. Mais en gros, ils ont adapté quelques-uns des défis fantastiques. Donc il y a le labyrinthe de la mort, le sorcier de la montagne de feu et la créature venue du chaos.
Et je crois qu'il y a aussi la Citadelle du Chaos, qui sont avec des jeux d'acteurs et qui ont été réécrits aussi pour qu'il y ait un scénario. Et j'ai commencé à écouter la sorcière de la montagne de feu. Et donc, il y a une guerrière elfe au début qui arrive, qui se combat contre Zagor et qui arrive à le défier parce qu'elle possède une arme magique. Et je lui dis, ah tiens, moi c'est intéressant tout ça. Et il y a aussi la forêt de la malédiction, je crois. Mais bref, voilà, ils font des versions radio-théâtre avec... c'est super, quoi. Franchement, le jeu d'acteur, les bruitages, tout, c'est excellent, quoi. Ça donne une version très cinématographique de ces livres-jeux. Oui, puis ça prouve aussi que c'est pas mort, donc c'est que ça a marqué les mémoires, et donc c'est très bien, parce que ça veut dire que c'est quelque chose dont on parle, et on continuera sûrement à parler. Ouais. Bah voilà, allez Fred, je roule quelques dés blancs et rouges, et puis voilà, c'est la fin de notre Space Crusade. Les aventuriers, merci encore d'être là, de nous écouter, hein, ça fait vraiment plaisir. Et puis Fred, franchement mec, on s'éclate toujours, là, c'était bien amusant. Je te dis à très bientôt. Ouais, à bientôt, puis ouais, content de retrouver les auditeurs, et puis c'est vrai que les émissions pop culture, c'est sympa, parce que ça éveille des souvenirs, donc on espère qu'on a éveillé le souvenir chez quelques-uns d'entre vous, et que ceux qui connaissaient pas Space Crusade le connaissent davantage. Et puis encore merci à Fabien pour ce dossier, qui en photo finale nous a montré 2 Anglais jouant la version anglaise, avec des bières, et derrière le gamin qui est sur un jeu old school sur son ordi. Et ouais, c'est très ambiance Space Crusade, quoi. Sympa, ouais. Et Fred, allez, on se quitte sur un morceau de, comme tu dis, c'est les années 90. Quel type de musique était big dans les années 90 ? Bah moi je te dirais les grunge, mais tu vas pas être d'accord. Hein. Parfait. Non, parfait. Ah, t'es 100%, tu l'as eu là, t'as roulé plein d'attaques. Je te propose un morceau d'un groupe de grunge, voilà, Black Mountain, avec Don't Run Our Hearts Around. Allez, à bientôt mec. À bientôt, ouais. Tchous. Salut. Alors, on a envie de jouer ?
Space Crusade, un jeu d'aventure qui t'emmène au plus profond de l'espace affronter les forces noires du chaos. Tu n'as que ton talent, ton courage et tes armes pour te conduire à la victoire. Seuls les plus forts seront maîtres du vaisseau. Space Crusade, l'ultime combat. Envie de jouer? Dans Atmosphère, c'est la vidéo qui mène le jeu. Je suis le seigneur des clés. Répondez-moi! Oui, Seigneur des Clés. Atmosphère, une course contre la montre, contre les autres joueurs et contre le Seigneur des Clés. Atmosphère, le premier jeu de société vidéo interactif. Atmosphère! Qui est amoureux de toi? Allô? Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux. Il aime le sport. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon secret. Il n'est pas au parc. Alors qui c'est? C'est Yann, mon copain. Tu as raison, je suis ton admirateur secret. Téléphone secret, il y a toujours un amoureux au bout du fil. C'est pour toi.